Écoutez, je suis ravie d'être là. C'est ma première conférence ici dans mon MEDEF, parce que je suis toujours en train de traîner dans d'autres MEDEF, mais c'est ici que je suis. Et moi, quand j'anime une conférence, je me dis toujours que j'essaie d'avoir une intention. Et l'intention que j'ai pour vous aujourd'hui, j'espère que je vais remplir ma mission, c'est que vous puissiez avoir plus de clarté en repartant que vous n'en aviez ce matin sur l'IA et comment en fait pouvoir aussi en tirer bénéfice dans vos entreprises respectives. Moi, alors je ne vais pas vous dire est-ce que vous me connaissez, c'est un peu prétentieux, mais vous m'avez peut-être croisé sur LinkedIn pour certains parce que j'y suis assez active. Et sur LinkedIn, en fait, je m'appelle Machine de guerre commerciale. C'est un petit nom que je me suis donné pour la boutade, mais aussi parce que moi je suis experte en développement commercial et que au-delà de la vente telle qu'on la voit dans le relationnel, dans des soft skills plutôt, je suis depuis toujours très attachée à tout ce qui est optimisation de la performance et process et outils. Alors avant que qu'on fasse un rapide tour de table, je voulais d'abord commencer par vous dire pourquoi est-ce que moi je m'intéresse à l'IA depuis que c'est sorti. D'abord parce que je sais que la compétitivité, c'est pas toujours les prix ou d'avoir la meilleure offre. Pour moi, après une vingtaine d'années de carrière dans la vente, j'ai toujours constaté que quand on fait la meilleure vente de façon qualitative, qu'on a vraiment la meilleure manière de vendre, c'est déjà un avantage concurrentiel en soi. C'est-à-dire que quand du début à la fin, dans tout ce qu'on fait, on vise l'excellence, alors on est des êtres humains, on n'est jamais parfait, mais en tout cas, se positionner comme étant la personne la plus rigoureuse, la plus fiable, la plus réactive pendant tout le process de vente, ça fait une vraie différence parce que ça permet aussi aux clients de se projeter après sur comment va être la vie avec vous. Moi, je fais toujours des parallèles avec les rencontres amoureuses. Si quand on rencontre quelqu'un, on arrive en retard, on a oublié son portefeuille, qu'on décale tout le temps, si l'autre n'est pas encore super intéressé, il risque de l'être encore moins parce que ça lui donne une idée si au moment où ça devrait être le mieux, c'est chaotique, on n'a quand même pas beaucoup d'espoir pour la suite. Moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans des grands groupes, chez General Electric, chez Xerox, chez American Express, que des grands groupes américains. J'ai beaucoup été face à des grands groupes. C'est pour ça que ce que je fais dans mon métier, c'est beaucoup d'accompagner autour de comment on fait quand on est petit pour travailler avec des plus grands. Parce que souvent, on pense que les grands, ils travaillent qu'avec des grands. Alors qu'en réalité, sur plein de sujets, on est tout à fait pertinent face à des grands comptes. Juste, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et j'ai souvent eu la chance qu'il y ait pas mal d'outils qui soient déjà présents dans les entreprises où j'étais. Et moi, j'ai toujours aimé me faire augmenter, être bien vue dans l'équipe, être un peu la meneuse. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est d'être tout le temps au fait des outils internes, des outils externes. Et quitte à après former mes clients aussi sur ce que moi j'ai pu apprendre ou mes collègues. Je suis à mon compte, comme beaucoup d'entre vous. Et en fait, je suis dans un écosystème d'entrepreneurs. Je suis dans un coworking où il y a plein de gens plus tech que moi, où il y a des gens qui développent des produits. Et ça fait que finalement, je suis plus en contact. Et c'est un peu le message aussi aujourd'hui. Je suis plus en contact avec des startups qui font des choses intéressantes ou des petites entreprises ou des outils que je ne le serais si j'étais dans un grand groupe où déjà on a beaucoup à faire au sein du groupe. Et ce que j'aime moi dans l'IA, c'est que en fait l'avantage est au petit. Et je vous raconterai un peu ce que j'observe moi dans les grands groupes que je croise. Finalement, quand on est petit, on regarde un outil, on fait le gratuit, on est vite frustré, on sort sa carte bleue. La décision elle peut être prise en 1 heure. Pour qu'une entreprise de grande taille décide de choisir un outil d'IA, et moi j'étais dans des grands groupes où je voyais les décisions, comment elles prenaient du temps chez nous, ou même parfois on n'arrivait à aucune décision après des dizaines de réunions. Alors dans certains, dès qu'on est dans un grand groupe, même chez les clients, on le voit, n'importe quelle décision peut prendre 1 an, 2 ans, parce qu'il faut valider la sécurité, il faut voir des fournisseurs, il faut faire des choix. Moi, quand les premiers outils d'IA sont sortis, quand ChatGPT est sorti, j'utilisais déjà quelques outils pour les transcripts. Et comme je fais beaucoup de réunions avec mes clients, avec des prospects, avec des gens avec qui je travaille, pour moi, ça a été une révolution
vraiment, j'ai vu des gains de productivité de dingue. Et l'IA, c'est le meilleur retour sur investissement qu'on puisse trouver. Il faut juste trouver les bons outils. Moi, dans ma vie, je me suis toujours demandé, quand je voulais optimiser quelque chose, est-ce que l'investissement de temps que je fais vaut la peine? Et c'est souvent la question qu'on se pose dans certaines entreprises. C'est de dire, par exemple, si j'ai une base de données client qui est vraiment pas propre, mais que à la base, elle fait 5000 lignes ou plus, est-ce que ça vaut la peine que je mette quelqu'un à nettoyer cette base de données? Est-ce que le gain que je vais en avoir, il vaut l'investissement que je vais avoir? Aujourd'hui, je vous montrerai après dans les cas d'usage aussi, je vous partagerai mes expériences de moments où j'ai beaucoup perdu de temps avec ChatGPT ou avec des outils d'IA. Mais c'est du temps que je suis contente d'avoir perdu parce que finalement, je considère que j'ai testé pour mes clients et que maintenant, quand je fais des webinars, des conférences sur le sujet, je fais un webinar par mois pour les chargés de territoire du MEDEF où j'ai fait pas mal de choses sur l'IA aussi. À chaque fois, moi, l'avance que j'ai prise, je la partage avec les autres pour qu'ils puissent prendre le train en route. Et puis, en fait, moi, j'ai toujours râlé que mon cerveau, alors je ne dis pas que j'ai un cerveau supérieur, mais j'ai un cerveau qui est entraîné à faire des choses dans la vente. Et je trouve dommage, en fait, quand quelqu'un m'embauchait ou en tout cas quand quelqu'un va me prendre pour une mission, je fais toujours en sorte que mon temps et le temps que je facture ne soient pas utilisés à faire des trucs débiles. Et des trucs débiles, pour moi, c'est des copier-coller, c'est de devoir taper à la main des trucs qui étaient déjà faits. C'est l'époque où quand on avait un PDF, on ne savait pas trop quoi en faire si on n'avait pas un bon outil pour extraire la donnée. Donc moi, je suis hyper enthousiaste et j'espère que je vous communiquerai cet enthousiasme sur le sujet de l'IA et sur la manière dont, dans la performance commerciale, dans le domaine commercial, dans la prospection, dans la relation client, ça peut vous aider. Évidemment, des conférences sur l'IA, il y en a plein qui en font. Moi, je n'ai pas inventé l'IA ni la vente, mais en tout cas, je me sens tout à fait légitime sans être tech sur ce sujet parce qu'en fait, c'est IA et mon expertise. Et vous allez rencontrer beaucoup de gens qui vont vous communiquer sur des outils d'IA et liés à leur expertise. Ça veut dire que vous aussi, aujourd'hui, le meilleur résultat que vous aurez sur l'IA, c'est dans les champs où vous êtes déjà expert, parce que ça vous permet aussi d'avoir le contrôle de vos connaissances pour valider ce qui a été produit par l'IA. Ouais, on va pas revenir dessus. C'est la plus grande révolution depuis Internet. Je regardais une conférence qui a eu lieu ici il y a pas longtemps avec Ismaël de HubAdvisor que j'avais déjà croisé d'ailleurs. Et il disait en fait, si on est frustré, parce qu'en fait il y a pas mal de gens qui se disent « Ah, j'ai pas pris le train en cours » ou « Je suis en retard par rapport aux autres, est-ce que c'est trop tard ?» Parce qu'on voit les trucs qui arrivent, qui s'empilent. Moi je dis c'est pas une peur, enfin il faut pas non plus tarder, il faut pas s'y mettre dans 5 ans non plus. Mais on n'est pas à quelques semaines près, il vaut mieux faire les choses dans le bon ordre que de prendre plein d'outils qui servent à rien ou de se dire tiens, je prends Copilote parce que c'est plus pratique dans la licence que j'ai déjà. Il faut utiliser l'IA parce que c'est des gains de productivité tellement énormes que si vous ne les faites pas, les concurrents les feront à votre place et vous aurez du retard sur plein de domaines. En revanche, il y a plein d'évolutions qui sont gadgets. Il y a des choses que j'ai pu montrer moi en formation, en conférence il y a 1 an. Ça ne sert plus à rien de s'inquiéter de ce truc-là. Dans ChatGPT, par exemple, les plugins, ça n'existe plus. Maintenant, c'est les GPT. Le GPT, le modèle de la semaine dernière, c'est plus tellement celui de cette semaine. Et je trouve génial, c'est rarissime en fait qu'on ait un produit qu'on achète. Imaginez quel est le produit dans la vie normale que vous achetez et à chaque fois, pour le même prix, vous en avez plus. En ce moment, on est plus dans le même prix, c'est plus 1 litre, c'est 75 centilitres discrètement, quoi. Donc, il y a vraiment à pas s'inquiéter là-dessus. De toute façon, c'est à chacun de découvrir, il n'y a pas de recette miracle, comment vous allez pouvoir l'utiliser ou comment vous l'utilisez déjà à bon escient et pour que ça vous aide à progresser. Je me suis dit, alors, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est l'IA ? Non, donc je vais vous épargner cette partie-là. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ChatGPT, mais j'aime bien. Et qui ça dit, ça remplacera pas l'humain, parce que moi, l'exemple que j'aime donner, c'est que demain, je me le souhaite pas, mais si on me diagnostique un cancer et que je fais des analyses, je préfère aller voir un oncologue que donner mes résultats à ChatGPT pour qu'il me dise ce que je dois faire. Donc, on a beau avoir des choses
qui sont pas possibles avec la main humaine. Et par exemple, si on doit utiliser plein de variables différentes pour analyser des données, notre cerveau peut pas le faire parce que c'est trop complexe. En revanche, il y a des choses que notre cerveau peut faire que l'IA ne pourra jamais faire. Donc quand on se dit tiens, aujourd'hui on n'a plus besoin de traducteurs, il y a l'IA, ok, sur l'anglais parce qu'il y a énormément de contenus qui sont disponibles, mais en tout cas les gens qui traduisent les romans vont continuer à exister parce qu'il faut une autre sensibilité à la langue que juste de la donnée informatique. Et puis si on est en train de parler d'une langue plus rare comme le tamoul ou le swahili, il n'y aura pas autant d'éléments disponibles sur Internet. Moi, je me suis posé la question de en fait comment on pouvait catégoriser les différentes étapes en fait de l'apprentissage de l'IA. Et j'ai trouvé ceci. Et je me suis dit en fait si on le compare à les niveaux qu'on peut avoir à l'école de en fait qu'est-ce qui se passe avant le CP normalement. On ne sait pas encore lire et on apprend à lire et à déchiffrer et à compter et plein de choses quand on est en primaire. Ça, c'est le premier niveau, c'est qu'on utilise des premiers outils, on comprend les possibilités, mais on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Quand on est déjà en train d'utiliser quelques outils, pour moi, je considère que ça y est, on est au collège, on commence un peu à comprendre, à avoir de la méthode de travail, et on va passer au niveau lycée à partir du moment où on a déjà plein d'automatisation, où on a des process qui sont déjà bien renseignés et qu'on a pu optimiser avec un ou plusieurs outils d'IA ou plusieurs trucs qui communiquent ensemble, et je vous donnerai de la vision là-dessus. Quand on voit les trucs comme ça, on se rend plus compte qu'on a une diversité dans les usages. Alors moi, j'ai pas forcément toutes les réponses. En revanche, j'ai les idées claires sur ce qu'on optimise au niveau commercial et puis aussi dans l'entreprise. Et c'est vrai que je le disais avant que certains arrivent qu'il y avait l'avantage aux petits. Moi, tous mes sujets, c'est comment est-ce que en fait on peut tirer à profit complètement le fait d'être de petite taille. Parce qu'en fait, moi j'ai travaillé chez General Electric, chez American Express, chez Xerox, j'ai travaillé que dans des boîtes énormes où en fait c'est l'image du gros paquebot, hein, et je pense que ça va vous parler. C'est Jean-Pierre, c'est ça ? Ça va vous parler parce que en fait, quand on a un très gros bateau, hein, si on fait demi-tour, ça prend plusieurs heures, alors que quand on a une petite barque, bam. Donc moi, je suis vraiment aussi quelque part la cliente type qui adore les outils, et ma carte bleue, je passe mon temps à la sortir. Et c'est vrai que ça me demande de la discipline. Des fois, je vois des alertes sur mon téléphone d'un truc que j'ai oublié de résilier. Donc voilà, je vais vous partager moi ce que je peux faire aussi comme aller-retour entre les outils et ce que je peux aussi proposer à mes clients pour automatiser certaines choses. C'est pas forcément de l'automatisation sur quand on reçoit un mail qui dit ça, il y a ça qui part, et puis si c'est avec des process hyper compliqués, parfois c'est des choses assez simples. Moi j'aime bien dire que j'aime bien cuisiner et j'aime beaucoup faire la pâtisserie. On n'a pas besoin d'un Thermomix pour hyper bien cuisiner, et il y a des cuisiniers qui ont plusieurs étoiles qui n'en ont pas. Mais c'est chouette d'avoir un Thermomix ou d'avoir un robot pour faire des pâtes à pain ou des choses comme ça, mais c'est pas l'outil qui fait le résultat. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? La question aussi à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'optimiser, et puis qu'est-ce qu'on a envie d'envoyer aux gens, et qu'est-ce qu'on a envie de recevoir de leur part. Et quand je dis qu'est-ce qu'on a envie d'envoyer ou d'avoir en plus, c'est que au final, il y a plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire, parce que ça prend, on n'avait pas le temps jusqu'ici, les moyens de faire des choses, et qui pourtant pourraient nous aider. Je vous ai fait un petit cas d'usage de réflexion sur la fidélisation, parce que je l'avais fait aussi avec le MEDEF, de se poser la question de comment est-ce qu'on fidélise les adhérents. Moi, la première manière dont je vais utiliser l'IA, c'est pour m'aider à réfléchir. Et je ne sais plus qui le disait, que parfois on perd du temps. Moi, il y a des moments où j'avais le cerveau embrouillé parce que dans la même journée, je dois envoyer une offre, je dois préparer une formation, faire un webinaire, écrire un article et poster sur LinkedIn. Et il y a des moments où mon cerveau bug. Donc moi, j'étais là en train de demander à ChatGPT de réfléchir à ma place. En fait, ça m'a juste envoyé dans une autre stratosphère. Et c'est un peu comme parfois quand on veut naviguer sur Internet et qu'on se retrouve à être en train de regarder des voyages ou des escarpins. Donc il y a aussi une discipline à avoir,
Et moi, je l'ai trouvé en faisant des allers-retours entre du cerveau pur, c'est-à-dire que j'ai récupéré des feuilles de papier et par exemple, je vais faire un plan sur une intervention en me disant qu'est-ce que mon cerveau produit avant que j'aille le confronter à ChatGPT pour enrichir et pour faire. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire quand on est en train de, quel que soit notre niveau, hein, mais surtout quand on est en maternelle et en CP. Moi, on me demande souvent, là je vois tous les jours des posts sur je vous livre mes 20 prompts. Moi, j'ai fait des prompts pour certains de mes clients, je leur envoie à la fin d'ateliers ou de formation pour que ça les inspire et qu'ils comprennent la mécanique. Mais là, déjà, en faisant un tour d'horizon, on entend qu'il y a des gens qui aiment bien Gemini, Mistral AI, d'autres qui vont avoir d'autres préférences. Moi, j'ai mes préférences, mais c'est pas parce que c'est ça que je préfère et qui est le plus pratique pour moi. Je sais que pour la rédaction, par exemple, Claude est super, mais j'ai pas investigué Claude. Et j'ai pas le temps de... Moi, si on me lâche, je teste des trucs toute la journée et je regarde des tutos du matin au soir. J'adore apprendre. Mais il y a un moment où il faut que je sois aussi raisonnable dans mon temps et dans ce que je vais aller tester. Donc, aller faire du copier-coller de « Ah, bah tiens, on a vu à telle conférence qu'ils avaient fait ça pour optimiser la prospection, les leads, le machin. Je vais faire la même chose. » Il n'y a rien qui peut être copié-collé, malheureusement. Et il y a beaucoup... ça m'a fait rire parce que il y a beaucoup de mythos aussi, parce que j'étais en train de regarder des replays de je sais plus quel salon, congrès d'entrepreneurs il y avait où j'ai pas pu aller. Je regarde un replay et je vois en fait une agence que je ne nommerai pas, avec une entreprise que je ne nommerai pas, qui monte sur scène pour expliquer comment ils ont fait une transformation incroyable sur toutes les étapes de la vente, la prospection, les trucs, les process, la facturation, machin. Sauf qu'en fait, moi, je connais un consultant qui travaille pour cette boîte et je l'appelle quelques jours après, je lui dis « Mais dis-moi, Yann, t'as ton client là, ils en sont à ce point-là, j'avais pas compris ça vu ce que tu es en train de faire pour eux. » Il me dit « Ah mais non, mais il n'y a rien en fait. Hein. » Et donc ça m'a rassurée, je me suis dit bon bah moi je suis très parce que en fait moi-même je monterai pas sur scène pour raconter un truc que j'ai pas fait, mais ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a un petit peu de tout et que voilà, il faut pas se laisser impressionner par des gens qui vous racontent qu'ils ont fait papa maman alors qu'en fait ils savent juste bien le raconter. Pareil, ça sert à rien de vouloir faire du tout ou rien, il vaut mieux avoir des premiers gains de productivité et se poser les bonnes questions aussi parce que en fait la question de comment on introduit, il y a peut-être 1 an et demi, j'ai fait des premiers webinars sur l'IA et j'étais déjà en train de dire que, en fait, quand un directeur commercial doit avoir des bénéfices avec l'IA, il ne peut pas le faire s'il ne s'est pas posé les bonnes questions sur sa stratégie. Mais l'IA peut l'aider à construire sa stratégie. Mais en tout cas, y aller pleine balle en se disant bah tiens, je vais automatiser les propositions commerciales parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait un outil IA qui, quand tu appuies sur le bouton, bam, ça fait une propale. Ça ne règle pas le problème global de comment je fais plus avec moi. En fait, c'est ça, hein. Au quotidien, le quotidien d'un chef d'entreprise, c'est j'ai tant de ressources financières, j'ai tant de ressources humaines et je veux passer des caps au niveau de ma croissance sans que ça explose au niveau ma masse salariale ou en tout cas mes charges. Donc il vaut mieux en fait y aller par chantier, se dire pendant 6 mois on bosse là-dessus et quand on a fait ça on passe à autre chose, plutôt que de passer des mois à trouver un prestat qui doit tout vous faire et qui n'est pas capable de tout vous faire parce qu'il n'a pas toutes les expertises. Et puis voilà, je vous disais, sous-estimer l'importance de la stratégie. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec l'IA ? Progresser, hein. Moi ça me permet aussi d'apprendre pas mal de choses. Il y a beaucoup de recherches que je faisais, que je fais maintenant avec l'IA et je vous montrerai avec quel outil je le fais. Et en fait ça j'en parle beaucoup quand je vais dans les entreprises parce que quand je forme des équipes commerciales, je suis toujours épatée par ce que savent les gens individuellement mais qui ne devient jamais de la connaissance collective. C'est-à-dire, et en plus souvent quand on est une patrie d'ingénieurs, hein, les écoles prestigieuses, c'est certaines écoles de commerce, mais c'est Polytechnique, c'est Ulm, c'est pas des écoles pour faire des littéraires. Donc souvent, en fait, quand on connaît pas forcément le commerce, on a l'impression que c'est un truc un peu miraculeux. On a Christophe, il est tellement bon Christophe, les clients l'adorent, mais on ne sait pas comment il fait Christophe. Mais on veut juste pas s'y intéresser, tant qu'il ramène beaucoup d'argent, on va pas s'en préoccuper. Mais ça veut dire que chaque pratique que chaque commercial va avoir, surtout que en fait les gens vont de moins en moins au bureau, on va jamais en faire un gain collectif. Et le temps qu'on passe quand on fait des réunions commerciales, moi j'en ai fait toute ma vie des réunions commerciales, on regarde les chiffres, on parle du nouveau truc qu'il y a, tiens, t'as regardé le truc RSE. Il y a rarement des réunions où on dit, en fait, comment on fait pour qu'à partir de maintenant,
on prenne toute la connaissance qu'on a sur comment est-ce qu'on fait un go-no-go sur un appel d'offres. Parce que ceux qui ont pu déjà optimiser avec l'IA le choix de est-ce que ça c'est un appel d'offres pour nous ou pas un appel d'offres pour nous, c'est qu'ils ont déjà des critères sur est-ce que... alors il y a des critères qui vont être vraiment objectifs, le montant, le nombre de candidats qu'on recherche, mais après il y a des choses qui sont plutôt du domaine du subjectif, qui est-ce que c'est un vrai appel d'offres ou un faux appel d'offres. Et ça, en fait, on le sait dans notre métier. Moi, quand on me dit « Ah tiens, il y a telle entreprise qui a sorti un appel d'offres, mais ils ne veulent pas nous rencontrer », je dis « Bah répondez pas, vous êtes dingue. Ils ne veulent pas vous parler. Vous allez passer 3 semaines sur un truc et eux, ils ne peuvent pas prendre 3 quarts d'heure de leur temps pour discuter avec vous. Ils se moquent de vous. » Moi, quelqu'un qui n'est pas capable de donner un petit peu de son temps, alors que moi, je vais lui faire une offre qui va l'aider dans sa réflexion, qui va l'aider à négocier, bah non, en fait, il n'y a pas de raison. Donc attention à ne pas automatiser tout non plus, parce qu'il y a quand même un besoin de mettre de la réflexion humaine, mais aussi en fait de profiter des gains pour faire mieux en fait. Parce que si c'est juste pour faire plus vite, hein, j'ai 20 salariés, je vais pouvoir en économiser 2, ben ouais, mais on n'est pas plus avancé en fait, on fait juste la même chose avec moins. Alors que si on se dit tiens, en fait, on passe 30% de notre temps. Moi quand j'étais commercial grand compte, je l'ai été en national, à l'international. Je ne mens pas, par moment, il y avait 20 à 30% de mon temps qui était sur le recouvrement. Sur rapprocher les factures, discuter avec le client, machin et tout ça, parce qu'on n'a pas envie que ce soit quelqu'un de la compta qui les appelle, nos clients, parce que ça peut vite être un peu violent. Mais je passais beaucoup de temps à ça, je passais beaucoup de temps à analyser les résultats de mes clients, à pouvoir analyser de la data pour eux, et en fait, plein de choses qui pourraient être faites en quelques clics. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Moi, si j'avais eu ça pendant que j'étais salarié, qu'est-ce que j'aurais fait de plus? Ben, j'aurais rencontré plus de gens. Moi, mon job, quand je travaillais avec un grand compte, c'était comme si j'étais en politique, hein. L'objectif, c'est que tout le monde ait une bonne opinion de moi, pour que si je suis en danger parce qu'il y a un concurrent qui arrive, il y ait 30 personnes qui disent « Ah mais non, nous on aime bien Nouad, elle fait des trucs super » et je leur faisais des reportings dans tous les sens. J'ai un truc moi que j'appelle l'effet spa dans le commerce. Quand un client vient me voir, je veux qu'en fait, me quitter soit une douleur pour lui. Comment je fais ça ? Mon meilleur client dans ce cas-là, c'est pas le bosseur qui bosse jusqu'à 2h du mat et qui est une star de l'IA et qui fait 1 milliard de trucs. Hein. Mon meilleur client, c'est celui qui a besoin que je m'occupe de lui. Non, vous embêtez pas, je vais vous l'envoyer. Vous savez quoi, pour votre rendez-vous, votre réunion de la prochaine fois, je vais pas vous envoyer les stats, je vais vous envoyer quelques slides. J'en suis même arrivé à ce que les clients me donnaient les masques de leur présentation. Ah oui, le gars, si je lui ai fait gagner 2 heures dans sa semaine ou 3 heures, quand il pense à moi, il pense à gain de temps. Vous avez combien de mains ? Ben après, moi, c'est des trucs que j'ai fait pendant des années, donc je suis rapide sur des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut voir. Quand on est client, et vous le voyez vous-même, hein, moi, quand j'ai briefé quelqu'un sur un truc, si j'ai passé 2 heures à briefer quelqu'un pour qu'il fasse un job, la moindre question qu'il me pose, j'ai envie de le tuer. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai payé pour donner cette charge mentale-là à l'autre. Viens pas me réenquiquiner à me demander des trucs. Et ben en fait, il faut se dire la même chose quand on est face à des clients. Il faut qu'en fait, ils aient un confort. Moi, j'envoie pas des mails avec 15 fichiers, un coup là, un coup là. Je commence à bosser avec des gens. Je trouve où on peut partager des documents. S'ils sont assez habitués pour utiliser Notion, on utilise Notion. S'ils ont Slack, j'utilise Slack. S'ils veulent en fait avoir un Dropbox, je mets un Dropbox tout de suite parce que le plus pénible avec les clients, c'est l'échange de fichiers. Est-ce que c'était... Xavier, vous qui êtes dans la production, je pense que vous avez beaucoup d'échanges avec vos clients sur soit des fichiers vidéo, des devis, des changements, des trucs, des machins. C'est ça qui prend le plus de temps. C'est les clients qui disent « Ah mais c'était pas la version, c'était le V2 ou V3, je sais plus. » Donc dites-vous aussi que en fait l'IA, elle doit vous aider à matrixer vos clients à un point où en fait ils se disent mais non mais avec eux c'est une autre planète. Moi à chaque fois que j'ai eu à faire des soutenances, je vous dis pas que je suis la meilleure, hein, je vous dis qu'en fait je suis assez déterminée pour mettre tout en ma faveur pour que ce soit moi qui gagne. Quand j'avais des appels d'offres auxquels je répondais et qu'il y avait des soutenances,
ou même quand je passais des entretiens d'embauche, si on me demandait tu veux passer première ou dernière, je disais je veux être la première. Déjà parce que ça prouve que j'ai du courage. Et ensuite, c'est un peu comme le vin. Imaginez que vous buviez le meilleur vin tout de suite, c'est mieux dans votre palais que si vous avez après des vins médiocres, c'est pas grave. Mais vous n'allez pas faire 30 vins médiocres et à la fin avoir un grand cru. Enfin, moi en tout cas, c'est ma vision. Moi je me dis, si je passe la première et que je tabasse, pardon pour l'expression, tout va avoir l'air de fade à côté. Et on se rappellera plus facilement de moi que si j'ai été à peu près OK, après 5 personnes, bonnes, moins bonnes, et là le cerveau, ça y est, il ne sait plus où il en est. Donc ma vision, moi, c'est de dire en fait, pour gagner, il faut être celui qui est le plus présent, le plus réactif et le plus carré. Et puis après, c'est ce qui laisse aussi la place à l'humain. On oublie vite un truc très simple, c'est qu'à moins que ce soit un truc one shot qu'on vende et puis voilà, on l'a vendu, on se voit plus, c'est fini. En fait, les gens, quand ils choisissent de travailler avec nous, ils choisissent de nous revoir. C'est avec nous qu'ils ont envie d'avoir des réunions. Alors soit ils trouvent qu'on est les plus sympas, les plus intéressants, soit ils trouvent qu'on est les moins pénibles. Ça dépend de leur vision du monde, mais en tout cas, ça c'est important. Je vous fais un tour d'horizon en fait de 3 choses. Les LLM, j'en ai mis quelques-uns, mais c'est pas tous, qui sont en fait les Large Language Models, qui sont dans le conversationnel comme comme ChatGPT, comme Claude, comme d'autres choses. Et puis les outils d'IA qui vont eux être des trucs spécialisés, c'est-à-dire que ça a les mêmes capacités après que ChatGPT, mais il va y en avoir qui vont être spécialisés sur la création de contenu. Il y en a qui font des organigrammes, il y en a qui font de l'analyse de données, et puis même au sein de ChatGPT, il y a des versions. On aura la présentation après ou pas Oui, vous pouvez, je vous la donnerai. Après, franchement, moi, je suis la plus sensible du monde aux gadgets, mais il y a du gadget. Il y a des trucs, en fait, où moi j'y vais, je suis enthousiaste, et après je me dis, c'est quand même bidon. Quelqu'un parlait tout à l'heure j'oublie toujours le truc sur Discord, comment ça s'appelle Midjourney. Dans la création de visuels, l'un des meilleurs trucs, c'est Midjourney, mais il faut déjà avoir un petit niveau de technicité pour être capable de s'en servir sur Discord. Mais en tout cas, voilà, moi je me suis pas beaucoup attachée à cette partie-là parce que pour moi, ça fait partie des contenus et ça fait partie des choses qui sont les plus faciles à appréhender seul. Donc, mais en tout cas, on peut donc tous les plus chers dans tous ces outils-là. En général, tout ce qui est LLM, on dépasse pas les $20 par mois. Moi, franchement, ChatGPT, ça coûterait $200 par mois que je le payerais quand même. Parce que je payais des gens avant pour faire ce qu'il fait. Et puis après, les autres, ça va de 20, 30, 40, 50 euros. Les plus chers, c'est des trucs comme ça qui... moi, j'ai fait un peu mumuse là, avec les iGen qui créent des vidéos et tout. C'est rigolo, mais je vais pas payer 100... c'est des trucs en plus où il faut s'engager sur une année et c'est assez cher. C'est trop cher pour que je m'amuse. J'ai séparé en fait les outils d'automatisation et je vous ferai un petit focus là-dessus, qui sont en fait, alors là aussi c'est du no-code. Le no-code en fait c'est de pouvoir faire des choses sur des outils sans savoir coder. Parce que en fait, si je reviens à la taille d'entreprise en disant il y a avantage aux petits, il y a avantage aux petits pour prendre des choses qui sont déjà sur étagère. Il y a avantage aux gros quand il faut développer. Et c'est quoi en fait? Si on prend 3 tailles où il y a TPE, relativement grosse PME ou PME et grands comptes, en fait la TPE soit c'est des gens qui sont déjà techniques comme certains d'entre vous et qui du coup il y a des gens moi que j'accompagne où j'ai même pas besoin, je leur dis faites un GPT dans lequel il y a ça, et c'est eux qui le mettent en place. Il y a des gens qui vont faire appel à des experts. Mais en général, au niveau PME, on a peut-être quelqu'un qui fait de l'informatique en interne et qui peut s'occuper de certaines choses, mais en général, on va devoir faire appel à des consultants externes, plus ou moins de grande taille, pour faire certaines automatisations. Parce qu'il va falloir développer, et moi, quand j'étais plus jeune et que j'étais dans le monde de l'entreprise, en fait, je devais aller supplier des gens en interne de me faire des développements, même pour des trucs bidons, et s'ils disaient non, c'était non, quoi. Avec le no-code, c'est-à-dire pas besoin de coder pour faire des commandes, et finalement, on peut connecter plusieurs outils ensemble et on peut faire des choses qui sont automatisées. Après, il faut choisir les bons trucs et les bons outils.
Et puis aussi, on est forcément influencé par l'environnement dans lequel on est. C'est pour ça qu'il y a plein de grosses boîtes qui ont pris Copilot. Copilot, en fait, c'est l'IA qui vient sur Excel, PowerPoint pour nous aider à rédiger, à faire certaines choses. Mais c'est quand même beaucoup moins riche que ChatGPT pour la partie création de contenu, réflexion, synthèse ou autre. Et franchement, moi j'étais épatée, je pensais que les gens auraient un ChatGPT interne sécurisé dans des grands groupes. En plus de Copilot, je ne pensais pas qu'ils auraient que Copilot, et pourtant il y a des boîtes qui n'ont que Copilot. Après, dès qu'on est une très grosse boîte, ça pose forcément des questions de sécurité, même si normalement sur ChatGPT payant, il y a une protection de la data. Voilà, on y croit comme on a envie d'y croire. Moi, je suis pas parano sur mes données parce que je suis dans un univers tellement large que ce que je vais mettre va pas forcément aider tout de suite quelqu'un. En revanche, quand on est plus niche sur des trucs, voilà, moi je conseille d'être attentif aux données des clients, d'anonymiser, même si on doit analyser, parce que au contraire, hein, on doit pouvoir analyser les données de ses clients, nos données business, mais faites quelque chose qui permette d'anonymiser, même si vous êtes en payant, pour être sûr de ce que vous faites. Moi, voilà ce que j'utilise au quotidien. Je me disais que j'avais oublié un truc, mais je sais toujours plus ce que c'est. Le truc que j'utilise le plus, c'est Nota, qui en fait permet de faire de la captation, comment ça s'appelle, du transcript. Les premiers outils que j'ai utilisés en transcript, c'était il y a 2 ans, parce que je fais beaucoup, moi, et d'entretien avec mes clients, mais je fais des interviews de mes clients en phase de diagnostic, je fais des interviews des clients de mes clients. Et en fait, avant, 1 heure d'entretien, c'est 1 journée pour reprendre un transcript. Donc je payais des gens pour m'aider à faire des transcripts, parce que en fait, pourquoi je faisais toutes ces interviews clients? Pas pour savoir s'ils étaient contents, pas contents, c'était pour avoir des verbatims précis et des choses précises sur leurs douleurs, sur les jobs qu'ils ont à faire au quotidien, pour que ça puisse permettre de faire une stratégie éditoriale pour mes clients, pour en fait leur parler aux clients des choses qui les intéressent, parce que quand même, dans beaucoup de cas, et bon c'est comme ça, hein, on n'est pas toujours expert de tout, la plupart des sites internet, ils parlent de l'entreprise et de ses produits. C'est assez rare d'arriver sur un site internet et que ça parle de nous. Et que ça dise, ah toi tu fais ça, t'as tel problème, c'est pour toi, tiens regarde comment on a fait avec d'autres. Donc plus en fait on va pouvoir faire des interviews, recueillir de la matière, et ça c'est un truc énorme de pouvoir recueillir, c'est ce que moi, c'est mon plus gros gain de productivité, c'est ça, c'est que, et je vous montrerai un peu comment moi je le fais sur ChatGPT, mais j'ai mon premier rendez-vous, il est en visio, mon Nota se connecte directement, alors des applis on a des centaines, hein. Il y a Firefly, il y a plein de trucs, il y a des choses qui sont peut-être dans Teams déjà. Mais en fait, à partir donc à la fin du Zoom, j'ai le compte rendu qui va être, je vais avoir le transcript plus le résumé. Alors le résumé, moi, j'en tiens pas compte parce qu'il n'est pas terrible et qu'il faudrait que je fasse beaucoup de choses pour le paramétrer pour qu'il soit bien. Mais ce que je fais, c'est que je prends le transcript, en doc, et je le mets dans ChatGPT pour que je puisse en faire ce que je veux. Donc d'abord, je demande de résumer, après je pose des questions en disant tiens, ils ont parlé de tel truc, à ce moment-là, c'était quoi? Et je vais aussi avoir fait plein de prompts qui sont de mieux en mieux pour que, en fait, à partir de juste le transcript d'un entretien avec quelqu'un d'autre, ça me fasse le compte-rendu pour le client et ça me fasse aussi ma proposition commerciale avec mon argumentaire. Et je vous montrerai aussi, j'ai construit un GPT pour le MEDEF pour leur montrer la dernière fois pour faire des argumentaires. Ça peut être aussi une super façon d'améliorer sa façon d'argumenter. Je peux faire une intervention là-dessus parce que bien sûr. Je partage complètement ce que vous venez de dire. Moi, j'ai pas le même outil, mais au niveau commercial, c'est formidable. Parce qu'en fait, l'écoute, je pense que c'est pas une experte du commercial, l'écoute, c'est super important. Et parfois, quand on est dans un rendez-vous en direct, on laisse passer des informations. Et grâce à cet outil-là, si on prend le temps effectivement de relire, etc., on récupère certaines choses qui ont été dites par notre interlocuteur ou par les gens de la réunion. Et si on exploite ça, on devient les rois du pétrole. Non, c'est clair. Je vais même aller plus loin. Merci pour cette intervention, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai un truc, c'est que j'étais hyper...
rêveuse quand j'étais à l'école et j'arrivais pas à écouter les cours. Je comprenais pas les gens qui écoutaient et qui ressortaient et qui savaient de quoi ça parlait. Moi, j'étais vraiment tout le temps un peu en train de penser à autre chose. J'étais hyper bonne à l'école, mais c'était pas mon... Écouter, voilà, j'arrivais pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fil des années, j'avais vraiment appris à prendre des notes, surtout au lycée, de façon automatisée, mais sans même savoir de quoi les gens me parlaient. Après, j'ai été commerciale. J'étais commerciale par moment avec des clients. J'ai été commerciale pendant 8 ans dans l'automobile, dans la location longue durée. Et j'ai eu des clients, franchement, déjà, j'en étais à la 4e Laguna facelift que je leur vendais. Et d'un rendez-vous à l'autre, ils me racontaient exactement la même chose. Et je sentais que moi, mon esprit vagabondait. Mais quand je sortais, j'avais bien pris des notes de façon assez fidèle. Et il y a un truc que je faisais quand, après, je suis montée sur du grand compte et sur parfois des réunions où il y avait la moitié de ce que vous êtes aujourd'hui, de directeur financier de grands groupes, de machin. C'est que, en fait, je notais mot pour mot ce qu'ils me disaient. Mot pour mot. Je reviens à la réunion d'après et je leur redis leurs phrases mot pour mot. Mais en fait, il n'y a personne qui ne peut pas vous dire que c'est génial ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que eux ont dit. Et donc même en fait, là, je l'ai fait pour des clients. Sur des grands groupes, il y a de la sémantique. En fait, c'est un peu comme une secte. Un grand groupe, ça a son vocabulaire. Et donc en fait, déjà, moi, je demandais d'aller prendre les rapports. Parce que je me rends compte qu'il y a des clients qui ont un grand compte qui est leur plus gros client. Et je leur dis, du coup, mais vous n'avez pas vu tel truc dans le rapport annuel? Ils me font, on n'a pas lu le rapport annuel. Donc moi, je suis pas barré, hein, c'est pas mon truc dans la vie de lire les rapports annuels des entreprises. Mais en fait, ça donne la couleur. Et ce qu'on veut savoir, moi, la question que je pose quand je rencontre des gens, je leur dis c'est quoi en ce moment, c'est quoi le truc à la mode? La question, c'est de quoi on parle, c'est quoi les gros sujets quand les gens se retrouvent en codir ou en comex, de quoi parlent-ils? Parce qu'en fait, tant que vous n'êtes pas sur ces sujets-là, vous n'êtes sur rien du tout. Est-ce que ça parle RSE? Est-ce que ça parle maîtrise des coûts? Est-ce que ça parle diversification? Est-ce que ça parle bien-être au travail, je sais pas quoi, machin? Quel que soit le sujet, il faut que vous le connaissiez. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je prends le site internet, je vais dans Perplexity, parce que Perplexity, c'est le meilleur pour aller faire des recherches sur internet. ChatGPT, j'ai testé, c'est vraiment pas terrible. Et je lui dis, tiens, est-ce que tu peux me faire en fait un glossaire de la sémantique de Total ou d'une autre entreprise? Et franchement, le résultat, il est bluffant. Et c'est ce que je fais après dans les propositions, c'est que il faut que les mots-clés, ils apparaissent. Et je me suis rendu compte avec des années d'expertise que des fois, on se prend vraiment la tête à faire des trucs incroyables pour les clients quand on fait des présentations ou des soutenances, alors qu'en fait, il y a un truc qui marche vraiment bien, c'est d'avoir les mots-clés, mais c'est comme un buzzer. Hein. Tant qu'on ne l'a pas dit, c'est comme si c'est la mode d'excellence opérationnelle dans une boîte. Ah, oups, elle l'a dit, bam, c'est bon. Donc, pour des trucs un petit peu qui sont plus soft skills comme ça, Perplexity, en tout cas pour des recherches internet, Perplexity est génial. Et moi, je fais des allers-retours entre Perplexity et ChatGPT. J'ai payé pour Perplexity, je sais même pas pourquoi en fait. Il y a un moment donné, il m'a bloqué, j'ai dit ok, je paye. Et je vois pas là, j'ai pas assez investigué pour voir pourquoi je paye, mais bon, je paye. Wallaxy, c'est de l'IA, oui, avant l'IA quelque part, hein, ça existait déjà avant que ChatGPT sorte. Ça permet en fait de faire des scénarios d'automatisation sur la messagerie LinkedIn. Moi, en fait, ma façon de faire de la génération de leads, c'est LinkedIn, où je publie pas beaucoup, mais j'ai des webinars depuis 5 ans. J'en suis à mon 50e plus webinar. C'est-à-dire que tous les mois, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je fais un webinar. Souvent, c'est le même sujet qu'après je redéveloppe parce qu'il y a des gens qui viennent souvent, donc et Wallaxy envoie des messages pour inviter au webinar. Je suis pas allée très très loin moi dans le copywriting de mes messages parce qu'en fait les gens s'en foutent de ce qu'on leur écrit sur LinkedIn, ils sont hyper sollicités. À moins de vraiment y travailler pendant des siècles pour avoir la petite formulation qui est vraiment géniale, il faut pouvoir apporter de la valeur, soit par un contenu, soit par ce qu'on raconte. Moi, j'ai fait le choix de ne pas pousser toute cette partie copywriting parce que voilà, je vois pas en quoi ça va beaucoup m'aider vu les taux qu'on peut avoir sur les mails maintenant de succès. Mais en tout cas, quand je fais un mail et qu'il y a une newsletter, j'ai des super taux d'ouverture. Et donc voilà, j'ai des newsletters, j'ai Wallaxy et tout ça c'est fait pour inviter au webinar. Et en ce moment, en fait, comme les webinars sont sur l'IA et qu'il y a beaucoup de monde qui vient, je suis entre 60 et 70 participants à chaque webinar, ce que je trouve pas trop mal pour quelqu'un qui est tout seul. Loom, je l'utilise on and off, c'est-à-dire que des fois je fais l'abonnement, parfois je l'arrête.
Loom, ça permet d'enregistrer l'écran, d'avoir un petit médaillon. Il y a eu beaucoup de tendances en fait dans les trucs commerciaux, il y a toujours plein de gadgets et il y a eu un moment où le truc c'était d'envoyer une vidéo à ses clients pour leur parler. Parfois c'est un truc qui juste crée un fossé générationnel. Quand vous envoyez à quelqu'un qui a 60 ans et qui s'en fout une vidéo de vous, qui parle de vous, c'est pas ça qui va faire la vente. Donc voilà, En revanche, moi je m'en sers pour faire des tutos pour mes clients. Parfois, quand ils ont des trucs pour qu'ils puissent le garder, quand je leur ai construit des fichiers ou des choses comme ça, bah, ça permet en fait de leur expliquer, d'avoir un format qui est super pratique. Et Canva, bah, j'ai pas mis Gamma, mais je utilise souvent une combinaison de ChatGPT pour faire mes présentations, un peu de Perplexity. Une fois qu'en fait j'ai fait le détail de toutes mes slides, je le mets dans Gamma. J'ai pas payé Gamma, donc je peux pas avoir ma propre charte graphique, mais je pense pas que ça vaille le prix que eux me demandent. Et donc à partir de Gamma, je fais des slides basiques et je les emmène sur Canva. Et Canva, j'ai déjà mes templates, donc ça va assez vite. Ça, c'est un truc que j'ai toujours détesté faire, moi, des prêts. Maintenant, je le fais, je l'ai accepté. Mais en fait, quel que soit l'endroit où j'allais dans le corporate, tu peux pas ouvrir la bouche sans qu'il y ait un PowerPoint derrière toi. Et ça me rendait dingue le temps que j'y passais. Et ça me rendait dingue aussi de devoir passer des slides à mes clients. J'avais pitié d'eux, quoi. Les press corporate, elles faisaient 100 slides parfois, ça n'avait pas de sens. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous dis pas que ça prend plus de temps, mais j'ai divisé par 4 ou 5 le temps que me prend le fait de faire une présentation. Donc par quel bout on va prendre je disais pulvériser les concurrents sans jamais parler d'eux, hein, c'est ça, moi, que j'appelle l'excellence commerciale. Et voici un petit peu ma recette d'excellence, certains points. Ce que je trouve qui est important ici, c'est en fait de bien connaître l'entreprise. On pense toujours qu'on connaît nos clients et en réalité, on fait très peu de recherches. Alors je dis pas qu'on a toujours le temps, mais aujourd'hui, franchement, on n'a plus d'excuses parce que c'est tellement plus facile. Ce que j'ai fait les dernières fois pour me marrer, ben tiens, je vous montrerai, Jean-Pierre, je l'ai fait sur votre profil, c'est de dire, oui, c'est tombé sur vous, c'est de dire, bah tiens, en fait, cette personne, qui elle est. Donc d'abord, je vais chercher si elle a un profil LinkedIn. ChatGPT n'arrive pas à aller sur LinkedIn. Perplexity non plus, parce que LinkedIn, c'est les meilleurs protecteurs de LinkedIn de l'univers. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est je vais juste un copier-coller de toute la page, mais tout, hein. Je vais même pas juste prendre un peu... Je fais un copier-coller de la page, je le mets dans le chat GPT et je lui dis, ben tiens, fais-moi un résumé du profil de cette personne. Et je lui dis, alors, je sais pas si vous connaissez la méthode DISC, là, avec le rouge, bleu, vert. Vous l'avez déjà fait, Jean-Pierre ? Vous êtes quoi ? Un petit peu jaune et rouge. Donc lui, il a dit rouge et bleu. Mais en fait, c'est vous qui vous connaissez mieux que ChatGPT, hein. Mais il y avait des éléments intéressants parce que j'ai dit, tiens, quel profil vous pensez qu'il a ? Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire quand je m'adresse à lui ? Et les conseils qui m'ont été donnés, c'est d'apporter de la preuve que vous avez été directeur commercial et que donc, en fait, ce qui compte pour vous, c'est le résultat, c'est combien je mets pour combien je gagne, tout un tas de trucs comme ça, qui pour moi sont plutôt des bons conseils. Non, c'est des bons conseils ? Comment est-ce que je commence quand je suis vraiment en maternelle ? Ben, j'identifie des trucs que j'aime pas faire. C'est quand même mieux d'aller sur les trucs qu'on n'aime pas faire. Tout à l'heure, j'entendais, c'est vous, madame, qui disiez que pour écrire des mails, est-ce qu'on en a besoin ou pas ? Alors, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que maintenant, en fait, il y a trop de choses qui ressemblent à du chat GPT. Moi, j'écris des posts. Maintenant, il y en a certains où j'ai mis écrit avec mon petit cerveau et mes petits doigts, versus l'image qui était faite avec l'IA. Parce que maintenant, ça a de la valeur, comme une lettre manuscrite a de la valeur. Je suis tombée sur un outil l'autre fois que j'ai trouvé génial. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un truc pour faire des cartes postales manuscrites. Et donc en fait, ça coûte assez cher, je pense. Mais c'est un robot, donc vous voyez l'image du robot, qui écrit avec un stylo-bille pour qu'il y ait bien la bonne trace du stylo-bille et pour que ça fasse des cartes postales automatisées. Moi, ça fait un moment que je dis que je veux le faire et je ne l'ai pas fait, d'envoyer des lettres manuscrites. Ça marche hyper bien. J'ai un copain qui travaille dans une boîte qui s'appelle Accéréal, qui est une grande coopérative céréalière. C'est une boîte qui fait dans 3 et quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires. À chaque fois qu'ils reçoivent une lettre, et c'est rare, hein, mais qu'ils reçoivent une lettre de candidature de motivation manuscrite,
Et ben en fait, ils ont décidé qu'ils faisaient forcément une réponse qualitative et souvent elle est même envoyée en scan au codir pour dire tiens on a reçu cette lettre. Moi quand j'ai commencé à travailler il y a très longtemps, ça me rendait déjà dingue que de devoir faire des lettres manuscrites. Je disais mais attends j'ai que ça à foutre moi d'écrire une lettre et d'arriver à la fin et de devoir reprendre depuis le début. À l'époque le métier obscur de graphologue existait encore quand même. Autant faire appel à un astrologue pour recruter franchement. Mais aujourd'hui, ça paraît waouh. Déjà, quand on envoie des cartes de vœux, les gens sont hyper contents quand elles sont écrites à la main. Donc, écrire un courrier à la main, donc ça veut dire qu'en fait, l'IA est en train d'aller encore plus loin pour aller aider à ressembler à de l'humain, quoi. Créer, rapprocher des fichiers Excel. Si vous n'avez jamais appris à faire une recherche V, tant mieux, vous n'avez même plus besoin de le faire. Laissez tomber. Ça, c'est un truc énorme, en fait, de pouvoir rapprocher des fichiers. ChatGPT, un petit peu, selon les versions, je pense qu'il y a des versions qui fonctionnent plus ou moins bien avec Excel. Mais moi, ça m'a permis de vraiment pouvoir faire des choses beaucoup plus rapidement. Par exemple, quand j'ai des webinars et que les gens se loguent, j'ai leur login, mais j'ai pas leur prénom et leur nom. Et avant, j'essayais de l'induire entre l'adresse mail et le login. Maintenant, en fait, j'ai créé un prompt qui marche bien et je le fais à chaque fois. Je mets mon fichier, je lui demande de le faire. J'ai gagné pratiquement une demi-heure sur le traitement post-webinar. Pourquoi ? Excusez-moi. Ouais. Vous avez mis organiser l'emploi du temps et les plannings. Vous utilisez quel type d'outils sur la partie planification ? En fait, sur la partie planification, moi j'utiliserais ChatGPT. Il faut juste pouvoir donner un modèle clair. Parce que nous, pour avoir essayé, moi je rends du service humain, donc il y a énormément de plannings à composer, notamment des fois avec des centaines de personnes, des fois des plannings sous contrainte. Et on a essayé ChatGPT, Gemini, mais le résultat à chaque fois c'est... c'est vrai que si vous avez beaucoup de données, à mon avis, il faut se construire un truc. Vous aviez l'outil miracle. Non, je ne l'ai pas. Parce que moi, c'est vrai que je l'utilise pour mes déroulés de formation ou des choses comme ça, où il n'y a pas une donnée énorme. Et c'est clair que quand on commence à avoir beaucoup de données et qu'il y a de la complexité, il faut pouvoir trouver l'outil. Mais après, c'est aussi possible de demander à ChatGPT de vous trouver l'outil. C'est-à-dire que moi, régulièrement, je lui soumets un truc en disant tiens, je dois faire ça comme ça, qu'est-ce que toi tu ferais ? Donc comment je commence, et puis les étapes qu'on peut avoir, c'est ce que je vous avais aussi montré avec le côté scolaire, c'est les étapes qu'on peut avoir pour y aller. Choisir les outils, c'est aussi, ça ne doit pas être immuable, c'est pas parce qu'on a choisi un outil aujourd'hui qu'on doit rester dessus si finalement on se rend compte que l'usage n'est pas si important que ça dans notre quotidien. Mais il y a quand même un truc, et je me rends compte que les gens qui n'arrivent pas à se mettre à l'IA, c'est ceux qui n'ont jamais réfléchi en termes de process. Sur le dernier webinaire MEDEF que j'ai fait pour les équipes du MEDEF, je leur ai fait un petit peu un tuto de descente des process pour les nuls. Quand on pense à il faut cartographier des process, on voit tous les trucs qu'on a déjà vus. Alors si tu tapes cartographier les process sur Google, on va voir des trucs avec 2000 conditions. Un process, c'est juste je fais ça. S'il se passe ça, je fais ça. S'il se passe ça, je fais ça. Et puis après, je fais ça. Et puis après, je fais ça. Et après, je fais ça. Encore une fois, le truc le moins processé du monde, c'est la vente. Parce qu'en fait, on ne voit pas ça comme une matière. Et on a une entreprise, si on fait de la production, évidemment qu'on va prendre un expert de la logistique et de la production pour qu'il y ait des process. C'est pas possible de produire sans process, sinon on ne produit rien. On veut de la qualité, on va processer la qualité. On va prendre un gars qui est expert en qualité selon la méthode, un gars ou une fille. On va la finance, process financier, on prend un directeur financier, un commissaire aux comptes, que sais-je, qui va structurer. Vente. Qu'est-ce qui a fait que ça a commencé à être plus structuré la vente, à ce que ce soit digitalisé ? En fait, c'est Internet et le B2C qui a amené ça. C'est finalement les gens qui vendent des logiciels, les gens qui vendent du Amazon, du machin, ils ont été obligés, comme c'est beaucoup de clients, de processer et d'avoir des trucs méga clairs, de mesurer, d'améliorer, d'avoir beaucoup de data. Si on vend à des particuliers, on doit avoir beaucoup d'informations sur eux. De toute façon, on est sur une guerre de l'information qu'on a sur nous. On est tous les cibles potentielles de publicité et de tout ce que vous voulez. C'est plus lent sur le B2B.
parce que les gens qui dirigent sont pas là-dessus. Ils se disent les gens ils ont qu'à aller prospecter, les commerciaux. Ils se rendent pas compte à quel point la data elle est importante, à quel point comprendre ses clients c'est important. Et la première étape, quand on doit aller sur sa stratégie commerciale, c'est d'utiliser l'IA pour bien comprendre et faire des analyses qu'on n'aurait pas faites avant. C'est-à-dire qu'on a des trucs qu'on analyse régulièrement, c'est est-ce qu'il y a une saisonnalité dans ce que je fais, est-ce que tel client est rentable ou pas. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut analyser sur à quel moment les gens signent, est-ce qu'il y a quelle est la durée des cycles de vente par rapport à la taille, est-ce que le cycle de vente il est plus ou moins long selon les industries. Parce que en fait, pour aller chercher du nouveau client, il faut déjà comprendre pourquoi les gens qui travaillent avec nous travaillent avec nous. Et en fait, souvent, on est dans des équipes commerciales, on dit t'as perdu le deal, faudrait quand même que tu aies un débrief et qu'ils te disent, on appelle ça un post-mortem dans la vente, quoi. Déjà c'est compliqué d'aller voir quelqu'un quand on vient d'avoir une blessure parce que ça rend triste. Quand on a bossé longtemps sur un appel d'offres ou sur une affaire et qu'on la perd, on le prend aussi contre soi. D'aller dire tiens, est-ce que vous pourriez me dire ce qui s'est pas bien passé? Les gens ils vont vous dire c'est le prix. Le prix c'est l'équivalent de c'est pas toi c'est moi dans une rupture amoureuse. C'est plus facile de dire à quelqu'un vous étiez trop cher que franchement vous étiez toujours en retard, votre travail il était bâclé et votre offre elle est pas terrible, quoi. Donc déjà faut qu'ils répondent. Alors quand on gagne, on repart on est là, on appelle les gens à qui on en parlait, on repart en sautillant, on n'en est pas à savoir pourquoi on a gagné. Et parfois on n'a même pas envie de savoir. Moi j'ai gagné des appels d'offres et quand je leur ai dit mais pourquoi vous m'avez retenu, ils disaient vos tableaux étaient bien faits, c'était joli. Après, ok, t'es content, mais tu fais... je sais pas, c'est comme si on disait, vous m'avez retenu pour ce boulot, alors qu'est-ce que vous avez aimé dans mon profil? Vous êtes la seule qui arrive à l'heure. Ok, super, merci. Un exemple d'étape de transformation, c'est que la première étape, ça va être d'identifier les tâches qui sont chronophages. Après, on va explorer pour trouver des outils et voir comment on peut optimiser. On va aussi paramétrer des choses pour créer des choses plus personnalisées. Et puis après, on va voir comment on peut continuer à améliorer, à optimiser de nouvelles choses. Et pour moi, la phase ultime, c'est la phase où on transforme la culture de son entreprise avec plus de collaboration, avec une façon de travailler et de réfléchir différente. Et j'espère que c'est à ça qu'on va arriver aussi dans la plupart des entreprises, de mieux traiter les gens, d'avoir des meilleures conditions de travail, parce que c'est aussi ce à quoi j'œuvre au quotidien. Des collaborateurs qui sont contents d'être là. Moi, souvent, j'écoute les conversations quand je prends un café des gens à côté ou bien quand j'ai l'occasion, je discute avec les gens. Je suis très bavarde. Et j'hallucine toujours sur quand on parle des jeunes, de la génération qui veulent plus travailler, ils veulent plus sacrifier leur vie, c'est bizarre. Et souvent, en fait, les retours qu'ils me font quand je leur demande où ils travaillent, ils me disent en fait, c'est pas là que je serais le mieux payé, mais l'ambiance est super sympa, les gens sont chouettes et c'est intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on est obligé de rendre les jobs intéressants. Et moi, j'aime bien, ça me fait rire, en fait. Quand je vois les exigences des nouvelles générations, même si parfois c'est trop, je me dis que c'est juste quand même. Que l'entreprise doit pouvoir donner autant que les collaborateurs donnent et que, en fait, ce qu'on demande le plus en tant que collaborateur, c'est de la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle part aussi par les moyens qu'on va donner pour faire son travail dans les meilleures conditions. Les jeunes générations aujourd'hui, ils utilisent tous l'IA dans beaucoup. Donc si on leur donne pas, c'est clair, d'avoir un livre de l'IA qui soit adapté chez nous. Et surtout qu'en fait, ils discutent avec leurs copains, donc ils voient que l'autre il a ça dans sa boîte, l'autre il a ça. Je peux te redemander un peu toi, s'il te plaît. Je vous montre quelques cas d'usage qu'on peut avoir. Tout dépend du volume qu'on a. Il y a des gens, ils vont avoir beaucoup de facturation, donc il faut qu'ils automatisent la facturation. Si vous avez 2 factures par mois ou 4 factures par mois, c'est pas très important. La création de contenu, merci. Je vois j'ai vu beaucoup de conférences où il y a des gens qui disent qu'ils créent 50 contenus viraux en une demi-heure. Ouais, bon. Ça accélère les choses, mais en tout cas, le truc de j'appuie sur un bouton et ça... ne soyez pas crédules quand on vous dit des choses comme ça, parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on a envie de le croire? Pourquoi est-ce qu'on croit des trucs qu'on n'aurait pas cru normalement? C'est qu'on a envie de le croire. On a envie de se dire, mais moi aussi, si j'y mettais les moyens, j'aurais mon truc, je fais bam, et puis j'y arrive.
Mais ça demande quand même pas mal de choses en plus. Voilà, script d'appel personnalisé. Moi, je fais aussi beaucoup de... Quand j'accompagne des clients, je fais en sorte qu'ils aient un espèce de prompt de base qu'ils n'ont plus qu'à améliorer après. Mais ça doit donner aussi de la méthodologie pour travailler au quotidien. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, que mes argumentaires dans mes propals soient faits automatiquement, je suis obligée de nourrir à un moment donné, ChatGPT ou quel que soit l'outil, des arguments de mon entreprise. Et ça aussi, et lesquels arguments vont aller pour quel type de client. Donc de toute façon, il y a un travail toujours en amont de réflexion qui doit se faire pour se dire, tiens, où est-ce que j'ai intérêt à automatiser et qu'est-ce que je dois donner à la machine pour qu'elle puisse le faire correctement. Quelle différence vous faites entre l'utilisation des modes de relance traditionnels et des outils traditionnels qui automatisent maintenant le devis facture versus là, l'IA, ce que vous dites pour la facturation, pour l'envoi des devis, pour l'envoi des factures, les relances des factures, tout ça. Je crois que j'ai pas compris la question. Quelle différence vous faites entre les outils qu'on a déjà quasiment tous, qui transforment automatiquement un devis en facture et qui l'envoient au client quand le projet est terminé en cliquant sur envoyer la facture, versus le faire avec l'IA? Le faire avec l'IA, ça va être prendre plus du process. Par exemple, en fait, moi, je sais pas, un client me donne son accord. Le fait qu'il m'ait donné son accord, ça peut automatiser tout de suite le devis. En fait, c'est le fait de connecter plusieurs trucs, quoi. C'est déjà sans l'IA, il n'y a pas besoin d'IA. Pour ça, n'importe quel CRM aujourd'hui, et si on a la signature, ça signe le devis, ça crée le bon de commande, ça crée la facture quand on commande est fabriquée. Ouais, alors en fait, le truc, c'est n'importe quel CRM n'est pas forcément n'importe quel CRM pour tout le monde. Parce que, en fait, déjà, il y a des gens qui vont utiliser des CRM pas du tout adaptés, qui n'auront pas adapté leur activité. Il y a moi, par exemple, j'ai une de mes clientes qui est conseil en propriété intellectuelle. En fait, ce qu'elle fait, ça demande vachement plus de signatures. Et le CRM qu'elle a, il faudrait qu'elle fasse du développement pour qu'il fasse ce qu'elle a besoin de faire. Donc, en fait, ce que HubSpot fait, d'autres CRM plutôt métiers le font pas. Et il y a pas mal de choses que des CRM ne font pas. En fait, il y a des CRM, par exemple, Salesforce est capable potentiellement de, quand c'est sur l'appli téléphone, on a eu un appel, ça log directement l'appel. À la fin, on dit, est-ce que tu veux le mettre dans Salesforce, ton truc, oui ou non? Mais en fait, ça pourrait aussi très bien aller plus loin et prendre directement le transcript, enfin faire le transcript et le mettre dedans. Mais tout dépend de ce qu'on a aussi comme CRM métier. Et puis après, là, quand je dis certaines choses, par exemple d'envoi de facture, ça peut être aussi à partir de la boîte mail, en fait. Et si on n'a pas des trucs qui loguent après directement dans le CRM, ça dépend de la config de chacun, quoi. Donc oui, il n'y a pas de... le CRM peut potentiellement faire tout ça. Il y a aussi, je peux rajouter un petit peu, parce qu'on a fait un peu des trucs dans ce sujet-là, donc là, pour vous donner un petit peu, à peu près pour moi, la différence qu'il pourrait y avoir. Déjà, la première, pour un CRM, dans l'automatisation habituelle, donc il faut qu'il y ait une intervention, à chaque fois il faut cliquer sur le bouton et de vérifier, de valider. Donc parfois, il y a des articles, quand je fais par exemple un devis ou une facture, donc un article qui peut-être n'existe pas, mais en utilisant de l'intelligence artificielle, donc, parce qu'il va y avoir même un paramétrage comptable, un article par exemple, je ne sais pas, une facture téléphonique, mais comptablement elle est liée à quoi? Elle peut être liée à un compte comptable qui est bien spécifique. Donc dans un paramétrage manuel, tu dois faire toutes ces étapes-là, mais en faisant appel à l'intelligence artificielle, elle est capable d'aller elle-même chercher de l'information, rajouter l'article s'il n'existe pas et de pouvoir l'affecter à la facture et de créer la facture sans appuyer sur le bouton. Toute cette automatisation-là, un peu... C'est bon? Parce que vous automatisez tout avec le CRM ou... Non, mais alors peut-être qu'on a un outil, moi j'ai l'impression que ce qu'on a c'est obsolète, mais peut-être que c'est bien foutu, parce qu'en effet, chaque produit est déjà lié à un code comptable, le client valide et automatiquement ça signe électroniquement. Alors, pourtant j'ai l'impression que ce qu'on a c'est vraiment le BABA, mais c'est peut-être un peu plus poussé que... Ouais, non, c'est quand même un peu plus poussé que... Et puis franchement... Ou peut-être c'est simplement que, je sais pas, peut-être que pour les PME on peut aller après... C'est vrai que le mec, sur le fait de mec là où c'est fort, c'est le fait qu'on peut avoir un CRM et un site internet et pas forcément les bonnes API pour relier. C'est ça. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on relie le
formulaire de lead au CRM directement sans passer par des iframes ou des choses comme ça. Ça permet d'utiliser des outils tels que Typeform, des choses comme ça. Mais les CRM. C'est juste que ça, c'est pas révolutionnaire. Enfin, pour moi, c'est pas révolutionnaire. Enfin, envoyer automatiquement ces factures depuis un. Ah ben non, mais je n'ai pas dit que c'était révolutionnaire, je dis ce que les boîtes font. Mais c'est révolutionnaire pour plein de boîtes. C'est aussi ça, on n'est pas tous au même niveau de technicité ou en tout cas de souplesse dans l'environnement. Moi, j'ai beaucoup été sur le sujet des CRM dans les boîtes où j'étais. Chez General Electric, j'étais champion Salesforce. Déjà, il faut que les gens l'utilisent, quoi. Correctement, le CRM. C'est-à-dire, c'est la plus grande bataille. Tu peux avoir... J'ai eu à un moment donné Saint-Laurent comme client. Ils m'ont dit qu'ils avaient dépensé je ne sais combien de millions pour installer Salesforce partout en Europe. Et en fait, personne ne s'en est jamais servi parce que les bases de données n'étaient pas propres. Non, mais vraiment, ça arrive sur des trucs qui sont très basiques après. Je passe vite sur le prompt. Moi, la vision que je donne, c'est de se dire, en fait, on va considérer que à chaque fois, on a un expert différent et que tous ces gens-là, c'est comme si on avait l'alternant le plus brainé qui peut tout faire tant qu'on lui a donné les bonnes instructions. Si on lui a pas dit ce qu'il devait faire, dans quel contexte, pourquoi faire, eh ben en fait, il pourra jamais vous le faire. Donc, quand on a des résultats médiocres, c'est parce qu'il y a une montée aux compétences aussi dans la façon dont on va appréhender les prompts. Je passe pas trop de temps là-dessus. Je pense qu'il y a il y a 1 milliard de tutos sur comment prompter, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir un truc qui soit carré. Je vous donne ça. C'est un modèle classique de comment est-ce qu'on peut avoir un pense-bête pour bien penser à tout. Moi, mes prompts ne ressemblent pas du tout à ça. En fait, ça fait tellement longtemps que j'utilise ChatGPT et comme maintenant il garde des trucs en mémoire, je lui dis tiens, on va faire un truc là, comme ci ou comme ça, comme on avait fait tel truc. Et parfois, je rédige un minimum où je me prends pas tellement la tête parce qu'après, je vais l'améliorer au fur et à mesure et poser des questions au fur et à mesure. Comment je fais quand je dois faire un nouveau truc? Je peux même prendre ce modèle-là et d'abord je demande à ChatGPT de me faire un prompt avant de l'exécuter. Et surtout, en fait, je demande la méthodo. Et c'est ça qui manque souvent, c'est qu'on ne s'interroge pas sur la méthodologie qu'on va utiliser. Je vous montre dans des cas d'usage et après je vous montrerai directement donc compte rendu de réunion. Bon, je pense que là, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que je fais beaucoup, moi, c'est que je mets mon dictaphone maintenant en rendez-vous. Je demande au client quand tu es en rendez-vous physique et sinon, il n'y a aucun client qui me dit non quand mon outil se connecte sur Zoom parce qu'en fait, je leur envoie le lien directement du transcript. Ça met aussi une transparence. Voilà. Mais en fait, ce qui est important surtout, c'est de pouvoir dire quel est l'objectif, où est-ce qu'on veut arriver. Donc, ce que je vous disais, créer une formation commerciale. C'est aussi des prompts en plusieurs temps que je fais régulièrement. Et donc là, par exemple, je veux créer une formation par rapport à un webinar que j'avais déjà fait. Et je lui demande de m'écrire en fait un texte de promotion qui soit avec un bon copywriting pour donner les douleurs des clients. Et après, je lui demande de le mettre dans le bon format, voilà. Et le résultat, ça va être, je lui ai demandé plusieurs choses et maintenant je le fais beaucoup quand il y a du Calliope parce que ça demande tellement de paperasse que je lui dis tiens, fais-moi la convention, fais-moi le truc, fais-moi le machin. Et ce truc-là que je détestais faire, qui est le déroulé pédagogique, qu'est-ce qu'on fait demi-heure par demi-heure, il me le fait automatiquement. Je lui donne un modèle maintenant pour qu'il continue à me le faire sur Excel comme ça. Et je vais en fait juste après corriger à l'intérieur ce qui va pas. Mais c'est vrai que c'est des prompts que j'améliore au fur et à mesure parce que je demande étape par étape à faire les trucs. Analyser des données Excel. Donc j'ai 2 fichiers de données. Je lui demande de me faire une recherche V. Là, par exemple, je lui ai demandé pour un de mes clients de pouvoir en fait me montrer toutes les choses que je peux analyser. Donc là, le cas, c'est que j'ai quelqu'un qui est programme manager, donc en fait qui coordonne un client dans une ESN et il a un système de tickets parce qu'ils font de la maintenance pour leurs clients. Et donc en fait, une fois tous les 2 mois, il a un comité de pilotage où il va voir le client. Donc moi, je lui ai dit en fait, pourquoi est-ce qu'on monte des KPI à des clients ? Parce qu'en fait, il y a des choses où on lui demande... C'est lui qui nous dit, tiens, je voudrais voir l'évolution du temps de résolution des tickets. Mais quand moi, j'allais voir des clients avec un comité de pilotage, je prépare une présentation sur la relation, sur les résultats, sur les trucs, je sais que, surtout si je suis pas loin d'une négociation, la probabilité pour que je me fasse bien chahuter,
elle est forte. Donc en fait, moi, quand j'arrive, je vais pas juste montrer les trucs de comment on a évolué. Je veux pouvoir montrer des chiffres qui me rendent belle auprès du client. Donc là, ma demande, c'était de dire, quels sont les autres KPI que je pourrais mesurer? Je lui demande le prompt, mais après, je pourrais aussi lui demander quels sont les KPI qui sont en ma faveur par rapport à la donnée que je te donne. Ça, en fait, c'est le genre de truc, normalement, ça prend 2-3 jours à préparer une réunion comme ça. Là, on va vraiment diviser le temps, mais surtout, en fait, en profiter pour avoir une autre vision, pour avoir, en fait, un expert à côté de soi plus compétent que nous qui va pouvoir nous aider. Là, il me donne tout ce que je pourrais faire. Je peux faire le volume de tickets. Et donc, je choisis, en fait, d'aller mesurer la qualité des résolutions. Mais il faut bien penser que pour arriver après à la demande parfaite, il faut le faire en étapes comme ça. D'abord, dis-moi quelle est la méthode que je peux utiliser. Et puis, une fois que j'ai ça, je vais choisir ce que je vais faire. Donc, voilà tous les types de choses que je peux analyser. Et puis après, je lui ai juste demandé de m'en faire une interprétation graphique. Là, en l'occurrence, ce n'est pas des vrais chiffres, mais je lui ai dit fais-moi de la fausse data pour en faire une courbe. Et je peux après même lui dire mets-moi la ligne en rose, telle couleur, tel machin, pour que ça sorte directement à ma charte graphique. Qu'est-ce que ça vous inspire Même pas de niveau maternel. Même pas de niveau maternel. J'ai deux questions qui sont connexes. C'est le sujet de la RSE. Est-ce que vous avez des clients, parce qu'aujourd'hui, une recherche sur ChatGPT, c'est équivalent à 60 recherches Google en émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on répond à des clients sur c'est quoi l'impact RSE sur les émissions avec en place des outils? Et deuxième question, c'est la partie GRTV. Quand on veut, si on connaît pas Excel et qu'on pousse les fichiers dans le cloud, les données elles peuvent appartenir au client. Ouais. Un email c'est une donnée nominative. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Selon où on en est, est-ce que c'est nous notre discipline ou est-ce que c'est une entreprise entière qui doit mettre des règles? Moi j'ai travaillé chez American Express pendant 3 ans. On était hyper attentif à ce que les numéros de carte, on ait bien 4X au début pour pas qu'on identifie le numéro de carte. Mais je reprends l'exemple par exemple du fichier Excel qui permet à partir des emails de trouver automatiquement le nom et le prénom. Là pour le coup on envoie de la donnée nominative protégée et on envoie ça sur une plateforme aux US. Alors le risque il peut être limité business, mais moi pour moi le risque est limité à mon niveau. Après parce que c'est des prospects, c'est pas des trucs, je mets pas des trucs extrêmement confidentiels sur eux. Après je pense qu'il faut faire attention à se dire certains trucs on les met pas quoi. C'est-à-dire que de la donnée client on la met pas. Quand c'est votre donnée, vous choisissez si vous la mettez pas. Et après pour la question RSE, oui. Tout ça, c'est un désastre écologique. Maintenant, est-ce que... non, mais voilà, il ne faut pas se mentir. En revanche, quand on est en train de regarder au niveau de la décarbonation, l'impact du digital, il est toujours énorme. Et parfois, c'est juste... moi, j'ai honte parce que j'ai plein de boîtes mail dans lesquelles il y a plein de trucs qu'il faudrait qu'un jour je vide. Tout ça, c'est du stockage quelque part. Et le cloud, il n'est pas dans le ciel. Hein. C'est des armoires qui chauffent et qu'il faut refroidir et qui prennent... Donc après, je me dis, il faut aussi, dans chaque entreprise, pouvoir se dire comment je fais pour en fait polluer le moins possible. Et par exemple, arrêter d'envoyer des mails pour dire merci, quoi. Moi, je vois que les gens, ils m'envoient un truc pour dire OK. Je dis, tu veux faire fondre les glaciers ou quoi? Il faut arrêter d'envoyer des mails pour des trucs qui ne servent à rien. Et c'est pour ça que, moi, ce que je dis, on évoluera aussi quand on aura tous des plateformes collaboratives avec nos clients. Parce que, en fait, ce qui consomme le plus, c'est de s'envoyer des mails à tort et à travers, quoi. Avec des pièces jointes et des trucs comme ça. Préparer un deck client. Après, déjà, il faut déjà se dire c'est quoi les étapes avant de le décomposer. Qu'est-ce qu'on a comme étape quand on doit aller voir un client, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on le planifie dans l'agenda. On peut avoir plein de choses qu'on peut améliorer, automatiser. Qu'est-ce que je vous montre? Voilà ce que j'ai fait moi sur Gamma. Quelqu'un se reconnaît? Donc j'ai demandé d'abord à Perplexity de me présenter 8,5 production. Comme je suis un culte, moi je ne savais pas pourquoi ça s'appelait 8,5. Et j'ai trouvé. Parce que c'est un film de Fellini. Voilà.
Donc je me suis dit, bon, si j'allais voir Xavier, ça lui ferait plaisir peut-être de voir Claudia Cardinal pendant la présentation. J'avais un truc qui était plus détaillé en disant, bah tiens, fais-moi une page sur 8,5 production et une page sur Xavier Barthélémy. Et donc là, la présentation, je l'ai faite avec une charte graphique de Gamma. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui, tout est juste. Tout est juste? Voilà. Et j'ai dit, en fait, si je devais avoir des icebreakers avec Xavier, de quoi je pourrais lui parler? Et donc on m'a dit, bah tiens, il y avait des questions sur complément d'enquête, est-ce que c'était sympa, machin? Ah tiens, j'ai vu que vous aviez fait ça, c'est impressionnant. Ça va tellement plus vite, et moi je m'en sers beaucoup aussi pour rédiger des contextes dans la partie réponse à appel d'offres. Donc voilà, je vous montre. Hop. J'ai une question. Ouais. Ça, c'est un croisement entre le profil LinkedIn et l'outil Gamma? Ouais. En fait, j'ai fait. Je suis allée sur Perplexity parce que c'est meilleur pour la partie. J'ai quand même mis le. C'est un site internet. Ouais, c'est ça. Perplexity, en fait, il a des recherches en temps réel sur Internet. Donc j'ai dit à Perplexity, fais-moi une page de présentation de cette entreprise. Parfois, quand il y a un rapport annuel et que je sais que ça ne va pas accéder directement, je le mets, le PDF en fichier joint. Et je lui dis, fais-moi une page de présentation, comme si je préparais un topo pour un dirigeant que j'emmènerais avec moi. Quand j'étais salarié chez General Electric, si on emmenait un DG avec nous, vraiment un super big boss, tu ne le laissais pas avoir l'air d'un imbécile devant le client. Donc il y avait un modèle de présentation. En tout cas, il y avait des trucs qui étaient bien vus de faire. Et quand je suis arrivée dans d'autres boîtes et que j'ai fait ça, les DG ils étaient hallucinés. C'est que je leur envoyais un truc avec les grands chiffres de notre relation avec les clients, les trucs qui s'étaient bien passés, les cadavres dans le placard pour qu'ils ne se retrouvent pas au dépourvu, ce sur quoi le client va nous attendre et l'objectif du rendez-vous. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai été élevée à la dure. J'ai commencé ma carrière chez Xerox et que quand j'allais en rendez-vous avec mon boss et qu'on était devant la porte et qu'il me disait quel est l'objectif et que je lui disais faire un point, il pétait les plombs, il me disait c'est comme ça, on retourne au bureau. Moi, je suis pas là pour faire des points. Donc, c'est aussi des choses qui aident à donner de la clarté commercialement. Moi, je sens que ça me rend meilleur dans ce que je fais commercialement parce qu'en fait, moi, je sais tout ce qu'il y a à faire. Hein. La différence entre des gens qui n'ont pas mon expertise commerciale et moi, c'est que moi, quand je sors de rendez-vous, je sais pourquoi j'ai été mauvaise. J'ai une vision un peu au-dessus de ma pratique. Je veux dire, ça c'est comme quelqu'un qui jouerait au tennis à haut niveau. Il sait que là, il a eu un revers qui n'était pas terrible ou machin. Il sait ce qu'il a à corriger. Et là, pareil, en fait, moi, il y a plein de choses sur lesquelles je sais qu'il y a de la réflexion à avoir, que j'avais pas toujours le temps d'avoir avant d'aller en rendez-vous, que maintenant je peux faire en quelques secondes pour préparer. Là, je vais d'abord demander sur la fidélisation, tiens, donne-moi des cas d'usage que je pourrais avoir pour fidéliser mes clients avec l'IA. Donc là, il me dit, on peut relancer les clients inactifs, on peut proposer un programme de fidélité, on peut automatiser. Je l'avais fait aussi pour montrer comment est-ce qu'on pourrait créer un club femmes du MEDEF dans les MEDEF des territoires. Et là, je dis, aide-moi à réfléchir de si je dois créer un club thématique, quelles sont les choses que je pourrais faire. Et ça, vraiment, c'est les plus gros gains de temps, je trouve, c'est quand on va céder à la réflexion et trouver des idées pour après les développer au fur et à mesure. Donc une fois que j'ai fait ça, je lui ai dit, je voudrais faire une segmentation, donc je lui ai mis des chiffres avec tous mes clients, leur ancienneté, machin, en disant, tiens, trouve-moi une segmentation pour que, là c'est par exemple sur les adhérents MEDEF, pour que je puisse, pour chacun, avoir une stratégie de contact. Et une stratégie de contact sur un portefeuille client à fidéliser, c'est, les clients de moins de temps, il faut que je leur ai parlé au moins une fois par an. Les clients, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est commercial et qu'on a un portefeuille, ou quand on est dirigeant et qu'on a un portefeuille client? Les gens qu'on voit le plus, c'est les plus enquiquinants, c'est ceux qui nous demandent le plus de trucs. Qui disparaît? Les clients satisfaits, les clients silencieux. Ils sont silencieux, puis ils s'en vont aussi silencieusement et on n'a rien vu venir. Moi, quand mon premier job de commercial, c'était chez Xerox, je faisais du porte-à-porte. C'était à l'époque, il y avait Minitel 3310, fax, et l'ordinateur, il était au bureau. Et moi, j'avais des clients avec qui j'avais un bon relationnel.
Je me balade, j'allais les voir. Moi, j'étais sur le 6e arrondissement. C'est les filles, elles m'aiment bien, elles me proposent sur un petit café et tout. Et là, j'arrive et elles me tutoient en plus. Ah ben ça va, Anouad, on est trop contente de te voir. Tu veux un café? Je dis ben oui. Et là, je vais dans la salle de café et qu'est-ce que je vois? Moi, je travaillais pour Xerox. Une imprimante couleur, mais Canon, mais énorme, quoi. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et là, elles me disent, bah, c'est une imprimante couleur, tu fais pas ça, toi? Voilà, donc on peut, c'est justement, moi, ça m'a été une leçon pour toute ma vie. C'est pas parce qu'on s'entend bien avec les gens qui vont nous acheter des trucs ou nous appeler quand quelqu'un d'autre les sollicite. Et quand on n'est pas là, ou quand on oublie de dire ce qu'on fait, parce que il y a 2 ans, on nous a dit que c'était pas pertinent, bah, les gens, ils changent. Et quand on leur redit pas, bah, on se fait bananer parce qu'ils font, ah, bah, tu faisais ça, toi, ah bon, bah. Donc voilà, c'est aussi par les échecs qu'on apprend et qu'on s'améliore. Voilà mon petit prompt pour demander une stratégie de fidélisation qui peut être réutilisée après dans d'autres trucs. Là, j'ai fait une demande pour que ça le fasse sur une base client de 400. Et qu'est-ce que j'ai? Parce que quand je lui ai demandé de créer mon prompt, je lui ai demandé quelle était la bonne méthodologie selon lui. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai la méthodo déjà qui est prête. Et donc ça, et j'ai les livrables que j'attends, les contraintes. Je lui ai dit de limiter le nombre de contacts. Et ce prompt-là, je l'ai construit à base de plusieurs prompts. C'est un prompt écrit en une fois ou c'est à chaque fois il y a un résultat et on réécrit quelque chose? Je l'ai eu en plusieurs fois. C'est-à-dire que j'ai mis par exemple le prompt de base tout à l'heure en lui disant, j'avais mon prompt email de prospection et je lui ai dit, bah, en fait, crée-moi d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour créer un prompt parfait pour pouvoir après faire ça. Donc en fait, pareil, c'est mon stagiaire, comme ça change, c'est mon super alternant, il change de métier à chaque fois. Un coup, c'est un génie de la réflexion sur tel truc, un coup, il est bon là-dedans. Mais moi, je lui demande d'abord comment est-ce qu'il pense qu'on devrait faire les choses. Et ça, c'est le truc le plus riche, en fait, la méthodo. Parce que en fait, c'est le truc le plus compliqué à faire à chaque fois. Dans quel ordre je le fais? Tiens, je voudrais aujourd'hui travailler avec des grands comptes. Comment je prends le truc? Ben déjà, en fait, je vais décrire ce que je fais et je vais demander à ChatGPT quelle stratégie tu aurais et d'après toi, quels secteurs d'activité sont pertinents et pourquoi. Et à partir de ça, je vais croiser avec ma propre expertise en disant ouais, ok, par exemple, moi je suis peut-être très pertinente avec les startups, mais j'aime pas travailler avec les startups. J'aime pas me faire expliquer la vie. Donc, ou en tout cas, c'est trop aléatoire sur la façon dont ça fonctionne. Je vais réaffiner en donnant mes critères et à partir de là, ça va m'aider en fait à aller investiguer. Là, j'ai des clientes avec lesquelles je travaille qui m'ont fait une liste de tous leurs prospects. Il y a 38 secteurs d'activité différents. Mais moi, je ne peux pas cibler 38 secteurs d'activité. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai créé d'abord le fichier Excel, j'ai créé la bonne colonne pour que ce soit plus facile en disant en fait, tu vas me regrouper en 8 segments. Tous ces secteurs d'activité. En donnant un peu la logique, je suis arrivé à 8 segments. Ben à partir de 8 segments, je vais réduire à 3-4. Pourquoi? Parce qu'à partir de ça, je vais lui faire tout le discours commercial pour chaque segment en quelques clics une fois que j'aurai fait mon truc de base. Mais il faut que je travaille à mon prompt de base. Et qu'est-ce que je vais faire à partir de ça? Dire, ben voilà, sur les segments des vétérinaires, par exemple, comment est-ce qu'on peut communiquer avec eux? Quelles sont les choses est-ce que les vétérinaires sont sur Instagram? Et je peux même demander dans Perplexity, donne-moi le top 10 des influenceurs vétérinaires. Donc il faut vraiment avoir aussi ce truc de se dire je vais aller de l'un à l'autre sans arrêt. Je vous montre quelques cas d'usage d'automatisation. Donc identifier d'abord les process manuels, construire concevoir dans sa tête déjà ce qu'on va avoir comme automatisation, et puis après aller faire quelque chose dans les outils. Les GPT, je vous ai mis un petit exemple, c'était les anciens plugins. Il y avait une plugin store avant où on pouvait acheter des trucs. Maintenant, ça s'appelle des GPT. Alors moi, j'en ai pas testé beaucoup. Il y en a qui sont pareil. Hein, il y a une montée en compétences. Hein. J'ai essayé de tester Canva directement dans GPT. J'ai pas eu beaucoup de succès. Et après, il y a ce qu'on peut créer comme GPT. Je vais vous montrer. Alors, je vais juste me sortir de la presse. Je vais vous montrer le GPT, par exemple, que j'ai fait pour le MEDEF.
Et j'en ai fait aussi, en fait, quand je suis en mission, des fois j'en fais, après je les détruis, parce que je mets en fait tous les documents de mon client à ce moment-là, pour qu'il puisse s'en servir. Donc par exemple, j'ai créé ce GPT-là. Comment est-ce qu'on crée un GPT ? On demande ce qu'il doit faire, et donc c'est pour ça que c'est bien de faire des prompts avant pour savoir ce qu'on a envie de faire, et on va mettre une base de connaissances. Moi, j'ai mis une base de connaissances qui sont des argumentaires que j'avais déjà fait pour les webinars précédents, où j'avais déjà fait toute une liste d'argumentaires pour le MEDEF. Solène, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme prospect pour lequel on voudrait faire un argumentaire ? C'est plutôt... là, typiquement, on a un nouvel adhérent qui est arrivé, qui travaille dans le bâtiment. D'accord. On va dire que c'était lui l'ancien prospect. Il travaille dans le bâtiment, 15 personnes, 15 salariés. Il a une attente qui est plus sur un point de vue de réseau suite post-JO. D'accord. Voilà. Et pourquoi il trouverait un gain, entre guillemets, à intégrer la partie adhérente du MEDEF. Donc, il est mon prospect est dans le bâtiment. C'est une entreprise de combien de personnes ? Une quinzaine de personnes. 15 personnes. Et ses enjeux, c'est quoi ? Il a un besoin de renouveler un petit peu tous ses chantiers, puisqu'il y a eu les JO qui sont passés par là, il a eu une année difficile. Et donc là, il a perdu la moitié de son effectif. Et il souhaite simplement essayer de retrouver l'effectif et les projets qu'il y a avec. Ok. Et veut retrouver des clients. Quels arguments ? Bon, je fais toujours des fautes, mais bon. Puis-je mettre en avant ? Ok. En fait, j'ai demandé à ce que mes arguments ils soient construits en caractéristiques avantages-bénéfices pour qu'on voit bien le truc. Donc là, j'ai un premier argument. Deuxième argument, assistance pour résoudre les problématiques de recrutement. Conseil pour accéder à de nouveaux marchés. On pourrait avoir un truc, il y a aussi un truc sur, j'allais dire, un réglementaire. Soutien juridique et réglementaire. Ça veut dire qu'en fait, si pendant le rendez-vous de découverte, on a bien structuré ces questions, et qu'après, on prend juste le compte-rendu et qu'on le met là-dedans, on a déjà une base qui est énorme. Et si, là, j'ai construit un truc juste argumentaire, mais j'aurais pu construire un GPT qui soit sur la proposition commerciale globale. Je vous montre ce que j'avais fait pour 8,5. Et donc là, j'ai mis reprends cette conversation. Ah oui, j'ai repris une conversation que j'avais dans Perplexity. Bricolage. Et je lui ai dit, et qui m'avait détaillé les slides, et je lui ai dit, voilà, refais-moi un truc là-dessus, un peu clair, pour un résumé sur 8,5 production. Il y a peut-être des trucs qui sont faux là-dedans, mais le gain de temps que j'ai eu, il est énorme en fait. Et donc dans Perplexity, où est-ce que je l'avais demandé, peux-tu me faire un topo d'une page sur cette société ? J'avais mis le lien 8,5. Je les rencontre demain et je veux en savoir plus sur eux, pouvoir trouver des icebreakers. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit ? Tu me dis si c'est vrai, Xavier. Société de production de VVA, voici un résumé des informations. Accompagnement complet de projet. C'est à partir du site internet. Hein. Et en fait, là, ce qui est génial avec Perplexity, c'est qu'il me donne les références. Donc je peux vérifier en fait sur quel site internet il a fait ça. L'expertise et approche, parcours du fondateur, ça c'est ce qui est important, de pouvoir avoir un retour sur le parcours du fondateur. Et les icebreakers, j'ai vu que vous aviez travaillé sur complément d'enquête. Quel a été votre sujet préféré, Xavier ? Vous êtes allé en Italie ? J'ai vécu en Italie. Oui, j'ai vécu en Italie. Et est-ce que vous avez écrit un livre sur Nanni Moretti ? Non, mais j'ai fait un documentaire. C'est un documentaire, oui, d'accord. Bon, il me l'a sorti, ça aussi. Je ne vais pas prétendre que je connais Nanni Moretti par cœur, hein, c'est pas ça. Hein. Mais ça me permet de trouver un truc qui puisse être pertinent. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Ouais, c'est là que j'avais demandé. Et sur ChatGPT, où est-ce que... Voilà, Jean-Pierre Lahaye. Donc là, j'enquête sur Jean-Pierre. Donc, non, je lui ai fait un copier-coller, en fait, j'ai fait mon copier-coller de LinkedIn, mais en mode sauvage, hein, c'est-à-dire que
J'ai fait ça, par exemple, je sais pas moi, si c'est Baptiste que je veux, je vais faire ça comme ça. Hein. Je vais pas m'enquiquiner à prendre ligne par ligne, mais j'ai déjà plein d'infos. Et donc j'ai dit voilà, Jean-Pierre, c'est là. Qu'est-ce que je raconte ? C'est une figure de proue dans le secteur du bâtiment. Directeur général, manager. Vous avez été manager de l'année ? Ouais. Bravo. Je remets mon titre ce soir. Bravo. Fondateur de la newsletter mensuelle, donc moi je l'avais vu sur LinkedIn, ça. Et il s'engage bénévolement en tant que coordinateur du Téléthon du bâtiment. Bon, déjà, ça donne une indication de qui vous êtes. Et là, j'ai mis, d'après son parcours, ses engagements, de quelle couleur 10 penses-tu qu'il est, pourquoi, comment dois-je m'adresser à lui pour créer du lien et vendre une formation. La plupart de mes prompts qui ressemblent à ça, aussi parce que ça fait longtemps que j'en fais. Et donc là, il met bleu et rouge. Donc, vous aviez dit rouge et vert. Non. Rouge et jaune, pardon. Donc bleu, analytique, précis, axé sur les détails et les résultats mesurables. Oui, non ? Oui ? Oui, aussi. Aussi. Rouge, orienté action, leadership. Bon, on se dit quand même, Jean-Pierre, il a une belle carrière, il a fait plein de trucs, on s'imagine bien qu'il n'est pas en train d'attendre de regarder le train qui passe devant lui, quoi. Mais c'est comme ça qu'il faut penser, en fait, parce que quand on arrive pour rencontrer un client, négocier avec un client, il faut déjà qu'on se dise qui est cette personne. Parce que l'erreur qu'on fait dans la vente, c'est de vouloir convaincre. Convaincre, c'est vaincre, c'est pas très sympa, hein, on n'est pas là pour soumettre l'autre. En revanche, pour pouvoir comprendre comment il prend ses décisions, il faut qu'on comprenne qui est la personne. Comment si moi je dis ouais c'est bon le bénévolat c'est n'importe quoi, c'est pas bien quoi. On va pas être copains. On va pas être copains. Mais si je dis en fait je connais bien toutes ces questions de recherche médicale parce que mon frère travaille dans une entreprise qui met en relation les associations de patients avec les laboratoires pour le faire de manière éthique et pouvoir blablabla. On va démarrer une conversation. On va avoir une vraie conversation. Donc, moi, ce que je veux, c'est de réussir à faire passer un bon moment à la personne. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. On peut aussi voir ce que la personne, comment elle réagit sur les posts ou les commentaires qu'elle met pour analyser de manière plus globale. Là, oui, on peut, mais ça veut dire qu'il va falloir faire des copier-coller des réactions et de cette page-là. Mais ça, c'est un truc qu'on peut visuellement regarder. Et je l'avais fait justement quand j'avais fait une formation MEDEF sur le storytelling, comment je faisais des recherches sur Florence, en me disant par rapport à son profil Facebook et ce que je vois d'elle, quelle personne je pense qu'elle est. Pour déjà. Et puis aussi pour s'enlever un petit peu, ça humanise les gens en fait. Parce que dès qu'on est en situation de vente, on a l'impression que l'autre, surtout si c'est un gros enjeu, on oublie que c'est une personne, on a l'impression qu'il a pouvoir de vie ou de mort sur nous. Alors qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui doit prendre une décision et à qui ça fait pas super plaisir de prendre une décision. Ça fait plaisir à personne de prendre une décision. Pourquoi ? Parce que potentiellement, on va prendre une mauvaise décision. On est entrepreneur, on prend une mauvaise décision. Allez, on le raconte même pas aux gens, c'est bon, c'est passé. On est directeur des achats dans un grand groupe. On a merdouillé sur ce qu'on a acheté. On a intérêt à raser les murs au bout d'un moment. Et si c'est la première fois, ok, ça passe. Si c'est la deuxième fois, tous les gens qui veulent votre peau vont être là. Comment lui parler pour créer du lien ? Structurer votre discours. Bon, de toute façon, c'est un conseil qui est bon, quoi qu'il arrive. Adopter un ton professionnel assertif. Souligner la valeur stratégique. Parler de bénéfices concrets. Comment lui vendre une formation ? Proposer une solution personnalisée. D'après toi, comment peut-il tirer parti de l'IA dans son activité actuelle ? Voilà. Donc ça permet, déjà d'orienter les sujets et de faire une préparation de rendez-vous qui soit bonne. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui... Vous disiez qu'on va créer un GPT, c'est qu'on crée une instance. En fait, on crée... Une base de connaissances avec des documents qu'on va fournir à la machine. Ouais. D'accord ? Oui. On crée en fait, on alimente son modèle. C'est ça. L'apprentissage secondaire. On va, alors je sais plus où... Et ça, c'est dans les formules payantes, en fait, j'imagine. Ouais, c'est dans la formule payante. Et vous voyez, sur la formule, je pense que c'est pas dans le gratuit. Je sais pas si tout le monde l'a. J'ai aussi la possibilité d'être sur de la commande vocale directement à partir de l'ordinateur. Avec tous les outils que vous nous avez proposés, présentés, ouais. Ça vous coûte combien par mois l'abonnement ?
En fait, je pense que je dois en avoir pour plus d'une centaine d'euros. Centaine d'euros? Ouais. Franchement. Il y a ChatGPT qui est à 20 €. J'ai ChatGPT qui est à 20 €. Wallaxy, je le paye pas parce qu'en fait, je suis sur un truc global avec un de mes fournisseurs. Perplexity, je le paye, mais je pense que je vais arrêter de le payer, il n'y a pas besoin. C'est parce qu'en fait, il y a des jours où je l'ai tellement sollicité qu'il a bugué, il m'a dit « Ah non, là, t'as exagéré », et donc en fait, j'ai payé parce que j'avais peur de ne pas pouvoir finir mon boulot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je pense que de toute façon, après, ce qui est compliqué dans les entreprises, hein, là, il y a un de mes clients où ils avaient beaucoup de licences à prendre, bah lui, il fait 20 fois X à chaque fois, 20 fois X fois 12. C'est pas, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre les décisions que je prends moi, où je résilie, machin, et une décision au niveau d'une PME. Je pense que le minimum, du minimum pour toute entreprise, c'est d'avoir un truc de transcript et d'avoir un LLM qui fonctionne bien. Et je pense que ChatGPT a le meilleur compromis. Ça, vous voyez, c'est mon nota. Bon, après, j'ai tellement l'habitude de m'écouter en webinar. Là, j'ai enregistré un podcast avec quelqu'un, avec Estelle B, qui a un podcast pour avocats. Ça fait tellement longtemps que je m'écoute que j'ai passé un cap. Je supporte de m'écouter maintenant. Même des fois, je trouve ça sympa. Donc, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est comme ça que je suis. C'est bon. Ça fait presque 50 ans que je me fréquente. Et à un moment donné, je peux pas passer mon temps à pas m'aimer. Hein. Et puis après, à chaque fois, moi, je me dis, ça peut pas être tout ce qui est comme ça, des trucs où on se dénigre et tout. C'est du temps et de l'énergie qu'on perd sur ces projets, en fait. Que je suis la plus belle, je suis pas la plus belle, je suis la meilleure, je suis la plus... on s'en fout, en fait. J'ai des trucs à faire. Il faut les faire, voilà, c'est tout. Il n'y a pas à... Et Nota, c'est le transcript, c'est ça? Nota, c'est le transcript. Donc Nota, en fait, après, ça me donne ça. Et Nota, c'est de la vidéo, c'est de la note? Bah, en fait, soit ce que je fais, moi, c'est que j'enregistre sur le dictaphone. Parfois, en fait, si je suis au téléphone, parce que j'ai pas encore d'appli qui enregistre, il faut que je me penche là-dessus. D'ailleurs, si quelqu'un en connaît une bonne, je veux bien. J'ai pas d'appli qui enregistre mes appels et tous mes trucs. Et donc, en fait, quand je suis... parfois, quelqu'un m'appelle au téléphone, bah, en fait, je le mets en haut-parleur et j'enregistre à partir de l'ordinateur, j'ai mon dictaphone, quoi. Donc, ce que je fais après, c'est que les trucs de mon dictaphone, par exemple, là, c'est mon premier épisode de podcast que je vais lancer en janvier, ben, je me suis mis l'épisode là pour que ça me fasse le transcript et que je puisse après le réaméliorer. Donc, en fait, c'est aussi ça, c'est que selon le confort qu'on a, on va aller. Moi, je suis plus confortable à l'oral, même si j'écris tout le temps. Mais du coup, en fait, quand j'ai fait, c'est un épisode qui va faire 18 ou 20 minutes, mon premier jet, j'avais le plan que j'ai fait grâce à ChatGPT. J'ai pas voulu faire tout le transcript sur ChatGPT, tout le script de mon truc, parce qu'une fois qu'il l'a écrit, je peux plus en sortir. Ça me bloque le cerveau. Donc en fait, j'ai juste fait les grands titres, j'ai enregistré mon truc, je l'ai là, repris là, je l'ai scripté. Et donc, ce que je fais, c'est que là, je peux télécharger en format Word ou en copier-coller. Il vaut mieux faire du Word, mettre un Word dans ChatGPT que du copier-coller, parce que sinon le copier-coller, il le prend comme une image et il a plus de mal à le récupérer. Je récupère mon truc, je le mets dans ChatGPT et je lui dis bah, maintenant fais-moi le transcript, fais-moi le script de mon truc. Et même je lui dis parfois fais-moi les trucs comme avec la charte graphique que j'ai d'habitude. Vous voyez par exemple, si je lui dis est-ce que tu pourrais me faire un portrait de moi à la façon du journal Libération? Nouad Elaché, consultante en développement commercial et formatrice passionnée, allie finesse stratégique et esprit novateur. Dans son quotidien, elle jongle entre les défis de l'accompagnement. Je pensais pas qu'il allait me répondre à l'oral. Tout en insufflant une dynamique positive dans le... Ouais, ok, c'est bon. Je peux même lui demander mes infos du quotidien, lui dire tiens, est-ce que tu peux me donner un truc pour que j'envoie avec mon SIRET, tout ça. En fait, moi, je suis dans un truc où j'ai mis beaucoup de choses pour que ça me fasse gagner du temps. Voilà. Hein? Ça, c'est ChatGPT, ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Une recherche ciblée, par exemple, de prospect, ça s'est fait ou pas? Une quoi? Une recherche ciblée de prospect. J'ai besoin de tel poste
quelles sont ces personnes qui peuvent m'intéresser? Bah, en fait, ça va être compliqué parce que Perplexity, il va devoir aller chercher des trucs. Il y a plusieurs façons d'aller chercher de l'info sur des fichiers. Soit il y a des fichiers qui sont déjà disponibles, soit quelqu'un va vous allez prendre un outil de scrapping qui va aller chercher des données pour vous, soit il va y avoir quelqu'un qui vous fait un développement pour aller chercher les données dont vous avez besoin. Souvent, en fait, si on cible des gens qui sont sur LinkedIn, c'est quand même LinkedIn la plus grosse base pour trouver les gens. Parce que pratiquement tous les actifs de France y sont, quoi. Donc moi, je vais plutôt demander à ChatGPT de m'aider en fait à faire un ciblage d'abord, avant d'aller trouver où je vais trouver les gens. Parce que c'est souvent aussi l'effort qu'on fait, hein, c'est qu'on va prospecter et on y va un peu dans le dur comme ça. Alors qu'en fait, la première question, c'est à qui je m'adresse, qu'est-ce que je dois leur raconter et où est-ce que je leur raconte. Je m'adresse à des agriculteurs, je ne vais pas les trouver sur LinkedIn, mais je vais peut-être les trouver sur Facebook. Je m'adresse à des gens qui sont directeurs artistiques, ils ne seront peut-être pas sur LinkedIn, mais ils seront hyper présents sur Instagram. Donc en fait, la réponse, elle va être très personnalisée, de se dire, vous, qu'est-ce que vous voulez leur vendre? Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Faire connaître mon produit simplement. Et votre produit, j'ai oublié, qu'est-ce que c'était? C'est la digitalisation des consignes de sécurité. Donc, j'ai oublié votre prénom. Marc. Donc, Marc veut vendre des prestations de digitalisation des consignes de sécurité. Moi, a priori, je me dis, pour qui c'est important? Pour des gens qui ont besoin d'envoyer régulièrement des consignes de sécurité à des gens qui bossent peut-être pas chez eux et des gens qui bossent chez eux. Donc je me dis, a priori, c'est quoi? Ça va être des chantiers. Chantiers, usines, où il y a des visiteurs. Moi, j'ai déjà visité des usines où en fait, il y a des gros protocoles de sécurité. Donc, Marc veut vendre des prestations de digitalisation des consignes de sécurité. As-tu une idée de ciblage? De ciblage, fais-moi une réponse avec des segments. On peut se dire selon les tailles? Et plus secteurs qui te paraissent pertinents. Donc entreprises de construction locale, petites industries, agroalimentaires, métallurgie, chimie, entreprises. Des noms et des noms de personnes contactées. Des noms de personnes. Il va falloir avoir la liste des entreprises avant d'avoir la liste des noms en fait. Oui, bien sûr. Mais ça va pas être possible de le faire en un clic comme ça. Il va falloir passer par plusieurs trucs pour y arriver, quoi. Via ChatGPT. ChatGPT est pas très bon pour aller chercher de l'info sur Internet. Est-ce que quelqu'un a une expérience contraire à la mienne ou... Non, je ne crois pas qu'il y ait de données, ChatGPT ne donne pas de données nominatives si on cherche des gens. Ouais, et puis on n'aura pas de... Il ne va pas aller chercher les trucs sur LinkedIn. C'est pour ça qu'en fait, quand je dis... Il y a des gens qui vont pouvoir faire du scrapping parce qu'il y a peut-être un truc de la fédération de je sais pas quoi où vous avez certains noms d'entreprises et après il va falloir compléter au fur et à mesure manuellement. Pareil, hein, moi j'ai déjà testé beaucoup de bases de données pour mes clients. Aujourd'hui, les bases de données, il y en a qui vont en acheter parce qu'elles sont dans un secteur d'activité spécifique, genre l'ADN data ou un truc comme ça. Mais la plupart des bases, quand ils me les ont montrées et que sur des grands comptes, je leur ai dit « Ok, montrez-moi alors la structure de telle ou telle entreprise ». Elles sont incapables de vous donner la structure sur des trucs assez connus pourtant. Hein, le Crédit Agricole, moi ça a été mes clients pendant 3 ans, je sais comment ils sont structurés et ça n'a pas changé depuis. Donc on va devoir en fait aller créer sa propre base de données aussi parce que les bases de données de nomination ou quand on passe ou autres qui sont vendues, ils vont vérifier manuellement pour le top management, mais dès qu'on descend des niveaux au-dessus, il y a rien quoi. Donc après, souvent elles n'existent juste pas les bases de données en fait. Donc il va falloir trouver le moyen de créer la sienne. Et alors justement sur LinkedIn, quels sont les outils IA qui permettent d'aller plus loin dans la recherche? En fait, moi, j'en avais un qui s'appelle Léo de Néodile qui va faire une recherche sur le profil. Par exemple, ça va être ici, je vais avoir une fenêtre et je vais lui avoir mis mon ciblage et il va me proposer des profils au fur et à mesure.
Ce qui est à la mode en ce moment, c'est les trucs pour faire des messages personnalisés. Donc par exemple, si je veux écrire à Baptiste, il va me dire bah tiens, mets ça dans le message. Moi, j'ai pris l'abonnement pendant 2 mois de ce truc-là. En réalité, je fais jamais de messages personnalisés parce que j'ai pas le temps. Et que en fait, moi, mes leads, ils m'arrivent à partir de toutes les inscriptions au webinar. Donc, de toute façon, on a le droit à 100 invitations par semaine sur LinkedIn. C'est vite fait. Donc, soit on choisit de les faire et on peut tout simplement avoir un petit truc qui s'automatise soi-même. Hein, parce qu'en fait, au final, ceux qui vendent cet outil-là, ils ont fait quoi? Ils ont fait des scripts particuliers sur ChatGPT et ils vendent ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon truc d'argumentaire, je pourrais dire, tiens, je te construis ton truc d'argumentaire, ou bien j'ai un truc où j'ai réussi à créer un truc qui marche pour tout le monde, et je vais vendre ça. Moi, je les vends pas, c'est pas mon job de créer des GPT, je les crée pour mes clients qui savent pas les créer, ou je leur dis comment les créer, pour qu'ils les fassent créer, quoi. C'est 100 jours, 100 par jour, en fait. Des messages. Des messages, ouais, mais sur les gens qui sont déjà dans la base. Donc en fait, j'ai justement ça, moi sur Wallaxy, j'ai 2 campagnes qui tournent en permanence. Je vous montre tous mes secrets de fabrication. J'ai en fait le message d'invitation qui permet d'envoyer des invitations pour que les gens après rejoignent mon réseau. Et j'ai les messages de promotion du webinaire où en fait c'est sur les gens qui sont déjà dans mon réseau que je leur écris régulièrement. Et après je vais faire mes listes de prospects, je les fais à partir de là ou à partir de LinkedIn. Et vous voyez, là j'ai repris j'étais sur les directeurs commerciaux il y a quelques temps. Là je reviens sur les dirigeants parce que je me rends compte que les directeurs commerciaux que je rencontre, ils sont pas forcément moteurs après pour. Souvent ils ont peur en fait que je prenne leur place. Non, mais en fait que je leur montre qu'ils n'ont pas fait le taf jusque-là, parce que des fois c'est aussi ça. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions ou encore quelques minutes. Une petite question, les GPT que vous créez. Je vous en prie, au revoir. Vous pouvez les autres collaborateurs peuvent également y avoir accès ou il y a tout le monde? Je peux y donner accès à d'autres collaborateurs. Le truc, c'est qu'en fait, ça devient public, donc j'ai pas encore vraiment vu si est-ce que ça peut être public restreint à certains. Pour l'instant, je l'ai. Je connaissais pas, mais dans l'idée, c'est quoi? Vous envoyez un lien ou ça... Ouais, en fait, on envoie un lien. Ça devient un lien. Où est-ce qu'il est là, mon celui-là, par exemple, mes clientes, elles y ont accès. Et si je veux le transférer, comment est-ce que ça marche? Soit je le fais directement là, soit je retourne dans mes trucs pour créer les GPT. En fait, si j'ai bien compris, vous pouvez d'office mettre les prompts dedans et du coup tout le monde a accès. Ouais. En fait, on s'en sert, on a donné les prompts aux personnes et chacun le fait de son côté, mais dans l'idée, en fait, on pourrait leur envoyer. Ouais, vous pourriez leur envoyer directement. Vous voyez, si je vais dedans là pour le modifier, vous allez voir comment il est fait. Là, c'est le nom du truc. Le logo, c'est ChatGPT qui l'a créé. J'ai la description. Là, j'ai mes instructions. Et mes instructions, en fait, je les ai faites à partir de plusieurs prompts. Donc, je lui dis, étape 1, tu collectes l'info, tu poses des questions. J'ai la possibilité, tout ça, c'est des petits boutons qui sont les amorces de conversation que je peux créer et qui permettent d'accompagner aussi les gens à l'utilisation. Et donc j'ai mis plusieurs amorces de conversation comme ça, et là c'est toute la base de connaissances, c'est tout ce que j'ai fait depuis le début en termes de webinaire et d'argumentaire, quoi. Donc ça c'est des documents que j'ai créés pour le MEDEF, du coup j'ai le droit de le mettre. Hein. Et après je lui demande si ce qu'il doit avoir comme sur quelle fonctionnalité il doit le faire. Quand on doit avoir des Excel, des trucs comme ça, il faut aller sur l'interpréteur de code, là c'est pas le cas. Donc j'ai demandé juste la partie DALL-E mais je pourrais avoir plein de choses différentes. C'est pour ça que je trouve qu'en fait, il y a déjà pas mal d'automatisation qui sont possibles. Je vais devoir m'arrêter. Hein.